cet épisode, nous allons faire à la fois la découverte d'un sportif amateur, Zoubir, mais aussi plus largement la découverte du Bikingman, épreuve d'ultra-cycling à laquelle j'ai également eu la chance de participer lors de l'édition du Portugal début octobre. Le concept du Bikingman, 1000 km à réaliser en 120 heures maximum, avec généralement des parcours assez complexes et pas mal de dénivelé, le tout en complète autonomie. De quoi avoir pas mal d'anecdotes à vous partager. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais t'as même quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas forcément parler de triathlon, mais on va parler d'une épreuve qui plaira aux amateurs de bicyclette, puisqu'on va vous parler du Bikingman avec deux de ses participants lors de la dernière épreuve, notamment au Portugal, qui a eu lieu en octobre dernier et où Olivier, membre du PPTC, a eu la chance de participer, mais également Zoubir, que nous recevons ici aujourd'hui dans les studios du PPTC, qui est, d'après ce que nous avons compris, la mascotte de ces dernières épreuves du Bikingman. Je la prends. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci Zoubir de venir au micro du podcast. Avant de commencer, si vous aimez notre cher podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles et un petit commentaire, de diffuser au maximum la bonne parole et également de souscrire sur YouTube, de suivre notre podcast sur YouTube, Apple Podcast, Spotify si vous voulez être informé des derniers épisodes qui sortent. Et nous suivre sur Instagram. Et tout à fait. On le rappellera en fin d'épisode également. Zoubir, est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens, quel âge tu as? Ok, donc je m'appelle Zoubir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai 47 ans, je suis sapeur-pompier dans le Val d'Oise, sapeur-pompier professionnel. Voilà, je fais pas mal de sport, j'en ai quasiment toujours fait, j'ai toujours aimé ça, quoi. Ouais, ton sapeur-pompier, t'es obligé. Un petit peu, ouais, un petit peu aussi. Et du coup, au départ, j'avais plus commencé par la natation, le water-polo. J'ai toujours eu un vélo, j'ai toujours fait du vélo, mais j'étais plus axé sur le water-polo pendant mon adolescence, avec des amis. Et j'avoue que, étonnamment, le triathlon, ça m'a toujours tenté. Donc j'en avais fait quelques-uns. Vu que j'ai des problèmes un peu de dos, du coup, à cause de la course à pied, je me suis plutôt réaxé sur le vélo, en fait. T'as fait quoi comme épreuve de tri? De tri, j'avais fait un tri pompier dans les années 90. J'avais fait le triathlon du Roi plusieurs fois, à Versailles, triathlon de Barcelone, le triathlon de Montréal, en olympique, et j'avais fait un half, c'était... D'accord, donc tu t'es détourné de Ouais. De ce sport, de ce beau sport. Et je me suis éloigné de mes premières amours. Pour préserver ton Mais je pense que je vais en refaire un petit peu là cette année, ça me manque un peu. Le dos va mieux? Le dos va beaucoup mieux depuis que j'ai changé de caserne, ouais. C'est original parce que c'est vrai que d'habitude on arrête le triathlon parce qu'on veut plus faire de natation. Ah non, pas moi. Mais visiblement pas toi, ouais. D'accord, et du coup tu avais commencé par le water polo, c'était radicalement différent. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est très physique, c'est très intense dans le water. C'est vraiment épuisant. C'est le seul sport, j'ai jamais retrouvé un autre sport où à la fin d'une séance d'entraînement ou même un match, je sentais que tout mon corps avait travaillé, quoi.
de la tête aux pieds, quoi. J'ai jamais retrouvé ça sur aucun autre sport. Et t'es rincé, quoi. Ah ouais, t'es rincé, mais t'es bien après aussi. T'es satisfait. Je pense que j'ai jamais autant fait d'endorphine qu'après du water polo. C'est un peu la bagarre quand même, parce que c'est vrai que ce sport pour le coup il est quand même assez Je confidentiel. pense qu'il y a des sales coups. Il doit y avoir des sales sous-lots. coups sous l'eau. Ça se voit pas. Hein. Moi, je suis pas au courant. Ouais, j'ai reçu une fois, je me suis un peu déboîté l'épaule une fois, puis tu te prends pas mal de coups, de coups de pied, et puis on te tire les mains, on te coule discrètement, forcément. Pourquoi ils sont plus que 2 dans l'équipe? Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est vraiment chouette comme sport, c'est sympa. Et tu trouves facilement des clubs Alors aujourd'hui, je sais pas, mais moi à l'époque, j'étais à Courbevoie. J'avais commencé au SFOC à Courbevoie, et après j'avais fini à la Guéréne-Colombe, le club de la Guéréne-Colombe. Après, moi j'ai vraiment un tout petit niveau, mais je m'éclatais bien, j'étais avec les potes, on rigolait bien, c'était vraiment chouette, quoi. C'était une belle période, quoi. Belle façon de s'excuser, le fait de se mettre un peu sur la gueule entre potes, quoi. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, donc triathlon, puis après tu arrêtes et tu te mets que au vélo. Ouais, alors le vélo au départ c'était vraiment plus du vélo taf. Je voulais faire des trucs, mais je m'étais jamais vraiment inscrit en fait. Et du coup, j'ai commencé, je crois que c'était en 2012 avec les pompiers, on était parti faire le triathlon d'Annecy. Ah oui, j'avais oublié celui-là aussi. Triathlon d'Annecy. Qui doit être sympa en plus. Ouais, il est chouette. Ouais, il était vraiment beau. Avec le lac. Ouais, c'était cool. On nageait dans le lac. Après, le vélo, on montait un peu dans la montagne, ce qui fait qu'on avait vu sur le lac, c'était vraiment, vraiment beau. Et puis après, on courait le long du lac. C'était chouette. Ouais, vraiment bien. À refaire. Et comment tu en es venu peu à peu à faire du vélo au-delà de ton trajet Alors j'avais commencé en 2018. quotidien. Ouais, alors avec un ami en 2018, on avait commencé à faire de la rando vélo classique, quoi. Et puis j'avoue que la longue distance, entre guillemets, j'avais trouvé ça sympa, quoi, se déplacer tranquillement avec tout sur nous, je trouvais que c'était cool. Et puis, Tu faisais du coup déjà des distances sur plusieurs jours, mais sans organisation alors, c'était, particulière. nos exploits entre guillemets de l'époque, donc c'était si on faisait 100 km ou plus, on était super content. Voilà, avec les sacoches, tout ça, donc on était En mode, bien. quand tu dis rando vélo, c'est voilà, tu pars équipé. Ouais, avec les sacoches sur le vélo, et puis on fait les arrêts dans les campings, choses comme ça, quoi. Ce qu'on appelle aussi les cyclotouristes. Ouais, exactement. Ouais. Ça. Et c'était quoi? C'était du vélo de route ou t'étais un peu VTT? J'étais en gravel. Ouais, J'avais ouais. un vélo acier à l'époque. C'était le Sequoia de Specialized, D'accord. qui était bien sympa. C'était un chouette vélo. C'était Tes bien. premiers amours en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc j'ai commencé comme ça, les longues distances. Et alors, pourquoi je suis tombé sur le bikingman? Comment je saurais pas dire. Parce qu'au final, tu vois, pour raconter un petit peu l'histoire, donc t'es un ami d'amis avec qui moi j'ai participé à cette épreuve, Wilfried, dont on a déjà plusieurs fois parlé. Qui Donc, en fait, viendra un jour derrière ce micro, exactement. j'espère. Si du coup moi j'ai participé à cette épreuve, c'est un peu de ta faute. Donc je voudrais bien que tu me dises toi comment t'es tombé sur cette épreuve. Je crois que c'est YouTube. Hein. C'est la faute de YouTube, encore une fois. Putain, le targeting. Ouais. Et du coup, j'ai dû voir une vidéo, vraiment je me souviens plus trop, hein, mais j'ai dû voir une vidéo et j'ai fait « Oh, c'est génial ce truc !» Puis en plus, les montages vidéo étaient vraiment bien faits, on sentait bien l'émotion, on sentait bien l'ambiance. Et du coup, au-delà du vélo, moi ce qui m'intéresse aussi c'est l'ambiance, le partage. Et là, j'avais l'impression, avant d'y aller, qu'il y avait tout ça en fait. Et du coup, j'ai dit « Allez... je m'inscris. Et au départ, le premier, je m'étais inscrit au Bikingman de Corse. Et avec le Covid, les dates avaient été changées ou ça avait été annulé. Et du coup, j'avais changé, quoi. Je m'étais dirigé sur celui du Portugal. C'était l'année dernière, en 2020. Ah, donc c'est assez récent, en fait. Ah ouais, c'est là, ça a à peine un peu plus d'un an, quoi. Ah ouais, c'est vraiment tout récent, mais... Parce que t'en as pas fait qu'un. Non. Mais de toute façon, le Bikingman en tant que tel, cette licence, pas vraiment une licence, mais cette dénomination avec les épreuves et les organisateurs, ça reste quelque chose d'assez récent malgré tout. Ouais, complètement. Non, moi, j'en ai fait 4. Voilà. J'en ai fait 4 et j'en ai fini 3.
Et il y en a un, je crois que je le referai plus jamais. Attends, on va pas spoiler, on va y venir. Ouais. On va y venir. Mais du coup, là on parle du Biking Man. Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs qu'est-ce que c'est ? En quoi consiste l'épreuve du Biking Man ? Alors, le Biking Man, c'est une épreuve d'ultra-distance qui fait 1000 km en général, ou autour de 1000 km, et qui doit être bouclée en moins de 5 jours. Voilà. Ouais, il y a ce qu'on appelle un cut-off au bout de 120 heures. Donc si tu dépasses les 120 heures, bah t'es pas un finisher. Voilà. Ça, T'es un t'es finisher, finisher, pardon, mais t'es pas dans le t'es classement. pas dans le classement. Tu peux le finir. Et Un peu comme le Northman. ouais, c'est un peu Où ça. si t'es pas dans les 160 premiers, Tu fais l'autre parcours. tu fais l'autre parcours, Ouais. t'as pas le t-shirt noir. C'est ça. Sachant que T'es sur la photo, mais avec ton t-shirt blanc. ce que ne précise pas Zoubir, c'est qu'au-delà de 1000 km et du cut-off au bout de 5 jours, il y a un petit peu de dénivelé quand Ah même. oui, on avait oublié le dénivelé. J'en parle comme ça rapidement, mais Un petit peu, ouais. Je me souviens plus combien il y avait sur la Corse. Sur le Portugal, il y avait c'était 12 000. 12 000. Et c'est le 12 000. plus petit volume de dénivelé de toutes les épreuves de Biking Man. C'est celui pour commencer, hein, Ouais, on va entre dire. guillemets, ouais. Mais c'est quand même donc 1000 km et quelques, je crois 1010 ou quelque chose comme ça, là, pour le coup, celui qu'on a fait. Donc si tu le fais en 5 jours, comme à la limite, t'es à 200 bornes par jour avec 2402 D+. C'est ça, si tu fais un truc très régulier. À peu près, ouais. En moyenne, ouais, ça va donner ça. Sachant qu'on n'a pas, C'est costaud. on n'a pas tous la même organisation du découpage de l'épreuve. Hein. Oui, oui. On va. Et souvent, ça va changer en cours de route. Bon, faut s'adapter. Alors c'est vrai que oui, j'imagine qu'il y a des gens qui disent ok, je vais le faire en 4, en 3, je vais le faire le plus vite possible. On a plein d'idées au départ. Et du coup, la licence, donc c'est une licence, c'est une marque en fait, le Biking Man, hein, c'est ça en fait, c'est. Je sais pas si c'est. Enfin, Ouais, si je suppose que c'est si, une marque si, en tant que telle, c'est pas une licence Ironman, enfin, ça n'a pas la notoriété d'Ironman, etc. Mais c'est un peu le même esprit en Oui, tout mais cas. disons que c'est des mêmes organisateurs qui créent partout dans le monde. Alors, tu évoquais la Corse, le Portugal. Excuse-moi, ils ont créé une sorte de championnat du monde avec plusieurs dates dans l'année. Et l'objectif aussi, c'était de changer de pays. Alors après, avec le Covid, ça s'est plutôt réaxé là, sur la France ou autour de la France. Mais c'était ça l'objectif, quoi, faire un petit championnat du monde de longue distance sur différents pays. Et en général, c'est 1000 km. Ouais. Et donc, il y a Corse, Portugal, on évoquait tout à l'heure le Brésil. Le Brésil, qui vient de se terminer au moment où on enregistre cet épisode. Il y a Oman aussi. Il y a Oman, il y a France, Pays Basque. Il y en avait beaucoup aussi en Asie qui étaient prévus. Il y avait Laos, Taïwan aussi. Il y avait quoi d'autre Il y a Inca Divide au Pérou. Alors lui, il est hors norme. Je me souviens plus les distances, mais d'ailleurs, il se fait sur 12 jours tellement il est long. D'accord. Oui, donc les distances, les difficultés peuvent varier d'un biking à l'autre, quoi. Bah, c'est vraiment la majorité, c'est 1000. La base, c'est dur. Ouais, la majorité, c'est 1000, mais je crois que Inca Divide, il sort du lot quand même. Hein. C'est autre chose, c'est vraiment. D'accord. Ouais, et tu vois, par exemple, là, je suis devant la liste des épreuves, celui qui est donc Euskadi, donc dans les Pyrénées, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On reviendra dessus très rapidement tout à l'heure, mais t'as 23 000 de... Une private joke, là. Non, je vais en parler. Il y a 23 000 de D+. Donc sur... 23 000 Oui, ah oui, c'est avec 1000 km. C'est sympa. Ouais. Okay. Puis il peut faire chaud, quoi. Je sais pas si sympa, c'est le mot. Mais alors, du coup, peut-être qu'on oublie de préciser aussi à nos auditeurs, c'est que sur de telles distances, sur plusieurs jours, t'es en autonomie, c'est ça? Ah oui, j'ai pas précisé ça. C'est on est important. en autonomie complète, pas d'aide extérieure. On peut profiter de tout ce qu'il y a à notre disposition, mais il faut pas que ce soit personnel en fait. Donc on peut aller à l'hôtel, on peut aller manger n'importe où, du moment que tout le monde y a accès. Et c'est un détail important quand même, c'est vrai. Oui, c'est ça. Tu peux pas avoir ta voiture derrière toi qui vient porter assistance exactement, qui vient soit. t'alimenter, Okay. etc. Faut que tu te débrouilles par toi-même. T'as accès à tout ce qu'il y a dans le pays autour de toi. Tu peux sortir un peu de la route pour aller faire réparer ton vélo si t'as de la casse, mais il faut que ce soit accessible à tout le monde. C'est pas un truc prévu, quoi. Et donc, du coup, ça veut dire en autonomie, donc quand t'arrives et
Peut-être on va y venir plus en détail après, mais du coup, tu pars avec toutes tes affaires qui vont te servir pendant toute l'épreuve. Ouais, C'est ça. exactement. En fait, t'as quand même un petit peu de logistique. Hein, c'est pas comme si t'allais faire le triathlon de Paris pour nous, Parisiens, où tu pars le matin avec ton vélo et tes chaussures de running. T'as un petit peu plus de matos à emporter. Et c'est vrai que c'est un côté sympa d'acheter son matériel, trouver son bon vélo et tout. On aime tous un petit peu ces trucs-là. Mais déjà, quand t'es à l'étranger, tu pars avec ton vélo, donc tu pars en avion, donc il te faut ta valise pour ton vélo. Faut que tu penses vraiment à toutes tes affaires que tu vas emporter le minimum possible pour être le plus léger, parce qu'évidemment, tu portes tout sur ton vélo, hein, donc t'es un petit peu l'escargot. Donc plus tu mets de volume et de poids sur ton vélo, plus il faut le porter dans les montées, quoi. Donc on va pas se mentir, c'est quand même assez impactant. Donc il y a pas mal de réflexions sur ce que tu dois amener en termes d'hydratation, nourriture, le minimum quand même, parce que t'as pas forcément des ravitaux partout ou de quoi pouvoir acheter ce que tu veux. Et puis en tenue, parce que tu vas rouler un petit peu la nuit, t'as un équipement aussi obligatoire de sécurité qui est imposé. Donc pas mal de matériel à penser et il faut s'organiser. Ça a l'air d'une sacrée aventure. Peut-être qu'on va revenir un peu plus tard et plus en détail sur la partie logistique. Est-ce que tu peux, Zoubir, nous parler de ta première participation ? Oui, donc c'était l'année dernière, c'était en septembre 2020. Donc j'avais fait celui du Portugal déjà. Donc je me souviens très bien que une semaine avant le départ, en fait, c'était pas sûr que l'épreuve se fasse. Et j'espérais qu'elle se fasse pas. J'étais terrifié quand ils nous ont confirmé qu'on devait la faire. Enfin, que c'était bon, quoi. Je m'étais jamais retrouvé dans un état pareil juste pour du sport. Parce que je me sentais pas prêt, en fait. Pas du tout, ouais. Ouais, je me sentais pas du tout prêt. J'avais l'impression que c'était au-dessus de mes forces, quoi. Tu t'es dit pourquoi je me suis mis dans cette galère. T'avais fait une préparation particulière ? Moi je suis un peu free dans mes préparations. Après tu fais un peu du sport tous les jours aussi. Ouais, donc ça fait partie de ton métier. Oui, après c'est pas du tout pas les mêmes efforts, c'est pas les mêmes objectifs, mais j'avais fait quelques sorties longues. J'étais parti du Val d'Oise, j'étais allé jusqu'à Dieppe et puis j'étais revenu. Combien de bornes ça faisait 270 je crois. Ouais, sympa. Ouais, j'avais déjà souffert, donc je me disais, oh là là, faire 1000 bornes, ça va être chaud quand même. Et puis, ouais, donc j'étais vraiment... J'avais peur, quoi. J'ai eu peur, j'avoue que j'ai eu peur. Oui, parce que toi, tu t'es engagé tout seul. Ouais, à l'époque, ouais, sur celui-là, j'étais en solo. Sur les 4 que j'ai fait, j'en ai fait 3 en solo. D'accord. Oui, parce qu'on peut le faire en solo ou en duo, c'est ça ? Exactement. Et moi je l'ai fait en duo. Toi aussi, là, cette année, Zoubir, tu l'as fait en duo. Moi, je me vois pas le faire en solo. Même si j'en ai déjà fait un, non. Ouais, c'est différent. Là, ayant fait les deux maintenant, je me rends compte que c'est vraiment différent. Psychologiquement, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est sûr. T'as pas les mêmes contraintes et puis il y a des trucs qui te soulagent aussi, quoi. C'est bien aussi. Ouais, la charge mentale de pouvoir te reposer sur quelqu'un, même s'il se passe rien, mais de te dire que s'il se passe quelque chose, t'es pas tout seul. C'est et puis en duo, le temps passe plus vite. Je m'en suis bien rendu compte. Ouais. Et donc du coup, t'as une semaine de ton premier et tu dis bon. Ouais, donc j'étais terrifié. Je pense que c'est le bon mot. Hein. Et puis bon, je me dis, de toute façon, au pire, j'y vais, je prends le départ, au pire, j'arrête, hein, c'est pas la fin du monde. Hein. Et bizarrement, en fait, la veille du départ, j'ai bien dormi. Le jour du départ, j'étais plutôt serein, j'étais plutôt bien. Et puis donc, j'ai pris le départ tout seul avec... donc, je l'avais fait la première fois avec mon titane, avec un vélo en titane. Et puis des sacoches de selle, sacoches de cadre. J'avais mis des prolongateurs aussi. Quand même des prolongateurs. Ouais, c'est quand même bien. Ça dépend l'épreuve qu'on fait, mais s'il y a beaucoup de montagnes, ça vaut pas le coup. Mais sur le Portugal, ça vaut le coup. Parce que même confortable. Ouais, c'est ce que tu disais, Olivier, il y a des passages un peu roulants parfois. Ouais, t'as quand même pas mal de... Enfin, ça roule un peu, pas forcément sur tout le parcours, mais t'as bien 300 km où tu roules vraiment un peu à plat. Et même au final, dans les descentes, c'est vrai que c'est une position qui est quand même confortable pour... Enfin, nous, vous voyez, on rattrapait quand même pas mal de monde juste en étant sur les prolongues. Juste parce que t'étais plus aéro que les autres, quoi. Donc, c'était plutôt pratique. Ouais, et puis ça change de position, c'est surtout ça, quoi. Ça t'offre une troisième position. Ça évite de toujours rester tout le poids sur les mains, et ça fait du bien, ça soulage un peu.
Et le départ se fait... donc là, quand t'es parti pour la première fois... C'était à 6h du matin. Ok. Oh, c'était tard. Ouais, on a fait une grasse mat. Cette année, vous êtes parti à 5h, c'est ça ? C'est ça, ouais. En fait, il fait encore nuit à ce moment-là. Étonnamment, il fait même nuit, je suppose que c'était pareil l'année dernière, ça a pas dû changer, mais il fait nuit jusqu'à assez tard le matin, jusqu'à 7h30, 8h. Ouais. C'est un peu nuit noire, et après ça se découvre. C'est vrai que on n'a pas l'habitude, en tout cas moi je n'ai pas l'habitude forcément de rouler à ces heures-là, c'est pas trop les heures du PPTC avant 8h du matin. Et c'est vrai que c'est un cadre assez incroyable de partir comme ça avec un peu tout le monde avec son gilet jaune et sa lampe sur son vélo, c'est quand même un délire, quoi. On voit un filet de petites lumières rouge devant nous dans la montagne, c'est joli, c'est sympa. C'est vraiment chouette. Mais là, quand tu pars sur ton premier tout seul, comme ça, de nuit, t'es assez serein, quoi. Ouais, j'étais plutôt bien, j'avais même hâte de partir, pas comme la semaine d'avant, mais non, j'étais bien. Ouais, j'étais bien. Et donc là, quand tu t'élances sur ton premier Biking Man, c'est quoi tes ambitions ? T'as un temps en tête où tu te dis le but c'est je veux juste arriver au bout. Je pense que quand t'as pas envie de partir la semaine d'avant, l'objectif c'est déjà de le terminer. Ouais, c'est sûrement ça. En fait, je m'en étais fixé plusieurs, comme ça j'étais sûr de me contenter. Hein. Donc le premier c'était d'arriver et le deuxième c'était vivant. Voilà. Et le deuxième, c'était de le finir entre 90 et 110 heures. Voilà, je m'étais fixé ça comme objectif. Sachant que l'année dernière, il faisait 947 km, 950 km. C'était un peu plus petit que cette année. Et les gens, au départ, ils sont tous dans cette optique-là. Enfin, j'imagine qu'il y a plusieurs catégories de gens au départ. Donc, peut-être certains qui se disent moi j'y vais, je vais le tordre. D'autres qui disent comme toi. D'ailleurs, c'est ça je qui vais finir en entier. Ouais, c'est ça qui est bien aussi avec le Biking Man, c'est que déjà tout le monde part en même temps, homme, femme, tout le monde prend le départ en même temps. Il n'y a pas vraiment de différence, il n'y en a même pas en fait. Et même ceux qui ont des objectifs de dingue, ils partent avec moi, par exemple. Donc on part tous ensemble. Donc avec le Covid, on partait par vague, mais sinon, tout le monde partait vraiment en même temps. Et donc les premiers, je pense, ils doivent être une 10-15 sur un Biking Man. Ils ont vraiment des objectifs de temps assez courts, même très courts. Très très courts. Et sinon, après, il y a un peu tous les styles, quoi. Il y a ceux qui en ont déjà fait et qui veulent s'améliorer, et puis d'autres comme moi qui commençaient, et puis on voulait juste arriver, quoi. Moi, sur l'épreuve là de cette année, ce que j'ai trouvé super cool, justement, c'est que donc c'est une petite communauté, là je crois qu'on était 120 au départ là cette année, mais t'as pour moi 3 catégories de personnes qui font cette épreuve, alors que on participe tous à la même, mais t'as ceux qui veulent gagner ou en tout cas faire un chrono, pas forcément gagner, mais qui sont là pour faire un bon temps, pas s'arrêter, ils sont ultra équipés avec toute leur alimentation, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, celui qui a gagné là je crois qu'il a fait 44 heures, tu pars forcément avec toute ton alimentation sur toi et tu t'arrêtes il s'arrête jamais, je sais pas exactement, mais c'est... Oui, parce qu'en fait tu peux t'organiser comme tu veux. C'est ça, si tu veux t'es en autonomie tout le temps, tu peux. Faut juste des piles sur tes lampes, mais c'est assez dingue. Puis dans les jambes aussi. Ouais, c'est ça. Nous, on vous suivait sur l'app au début, et puis on voyait le premier, et avec Mélène, on calcule le temps, on se dit, mais en fait, donc il s'est arrêté une demi-heure, même pas, il a fait je sais pas combien de pas. Et après, tu regardais moi et Wilfried, et tu disais, mais pourquoi ça bouge pas sur la carte? C'est la faute de la piscine. Exactement. La piscine de l'hôtel. Exactement. En fait, donc t'as cette première catégorie de gens qui sont là pour faire vraiment le minimum de temps possible et qui vont vivre l'épreuve à fond, entre guillemets, mais à se mettre mal, quoi. Ensuite, t'as une deuxième catégorie dans laquelle je mettrais Zoubir, qui a une approche, il veut profiter, mais tu t'avais pas forcément d'organisation, de plan en tête, tu faisais ton truc, quoi, tu nous diras après. Et t'avais une autre catégorie. T'avais la catégorie full option, confort, où nous on avait all inclusive, exactement. Où nous on l'a super bien vécu, on a fini dans le
chrono qu'on voulait faire, et on cherchait pas la performance, mais le soir on avait notre Quelques petit petites hôtel. pintas au bord de la piscine. On avait notre petit la hôtel, récup. on récupérait. On a quand même fait beaucoup de bornes et on dormait pas tant que ça, mais on était confort, quoi. Et c'est vrai que c'est marrant que tout le monde au final participe et quand le dernier jour on discute un peu avec tout le monde, chacun se demande comment est-ce que toi comment t'as vécu l'épreuve, comment tu l'as fait, et tout le monde dit arrête, la façon dont tu l'as fait, ça doit être sympa. La prochaine fois je ferai comme ça. Et je trouve ça super original. Enfin, je connaissais pas ça sur des épreuves sportives, quoi. Ouais, à la fin, il y a une espèce de repas, non, où tout le monde Exactement. se retrouve, ouais. Et partage, comme tu disais, Ouais. partage leur expérience, ça doit être assez sympa. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont l'air de le vivre d'une manière assez rocambolesque. Enfin, en tout cas, ils partent à l'aventure, quoi. Est-ce que toi, Zoubir, apparemment, t'as quelques petites anecdotes à raconter, je crois, et ça on aime bien ici au PPTC, les petites anecdotes de course. Est-ce que t'as des choses à nous partager sur ta première expérience assez dingue? Bah, l'année dernière, je me suis vu parler tout seul et je m'engueulais. Ah oui, tu commençais à avoir des hallucinations? Non, ça j'ai pas eu. Non, j'ai pas. Enfin, après je sais pas en fait. Mais non, je crois pas. Mais donc ma première nuit blanche, j'avais décidé de rouler de nuit parce que au premier checkpoint, en fait, j'étais arrivé quasiment dans les derniers et j'étais un petit peu vexé. Mon ego, il était pas très content en fait. Parce qu'en général, c'est vrai que quand je fais du sport, souvent je suis dans la moyenne en fait. Et donc je m'étais dit, bon bah, essaye de remonter dans le groupe pour au moins en plus retrouver du monde, parce que quand on est dernier, bah, on s'ennuie un peu. Et donc j'avais essayé de rouler la nuit, et là c'était dur. C'était dur psychologiquement parce que je commençais à être fatigué, et je voyais que je commençais à m'endormir, donc j'arrêtais pas de m'engueuler, je me disais... tu l'as cherché, alors maintenant t'avances. C'est comme si j'avais un petit diable et un petit ange sur les épaules et qui se disputaient toute la nuit, quoi. Donc ouais, ça c'était... Et là, t'étais tout seul, en fait, du coup. Là j'étais tout seul, ouais. Donc là, J'avais roulé pas mal avec David, la personne avec qui j'ai fait le Biking Man cette année en duo. Et donc on s'était rencontrés là-bas l'année dernière. Et lui, je l'avais laissé, je me souviens plus dans quelle ville, à chaque fois j'oublie le nom. Et donc j'avais continué à rouler la nuit. C'était vraiment dur. La première nuit, là, ça a été vraiment... Surtout que quand tu connais pas la sensation de rouler de nuit, là t'es quand même en pleine nature, parce que le parcours, t'es pas sur des nationales, hein. 98% du temps t'es sur des petites routes départementales où il y a personne qui passe, surtout la nuit. Et on voit rien en plus. Ouais, t'es en forêt, t'as juste ta frontale ou ta petite lampe sur ton vélo. Enfin, franchement, l'expérience, c'est très très particulier de rouler de nuit, hein. Ça doit être dingue. Enfin, ça doit Et être, tout seul. Et tout seul en plus. Ouais. Il y a que les ultra trailers et les ultra cycling. C'est clair. Les gens qui font du vélo extrême, qui peuvent connaître ça. Enfin, c'est vrai que personnellement, je l'ai jamais vécu, mais ça doit être assez particulier. Et encore une fois, ouais, tout seul en plus. Donc là, tu t'en es voulu un peu. Je m'en voulais de craquer un peu, quoi, psychologiquement. Je me dis, purée, je suis venu pour ça, je voulais pousser mes limites, me connaître, et puis là c'était vraiment dur, et puis en plus j'avais des problèmes aux fesses, et là, ça commençait à être difficile pour moi de rester assis sur la selle. Et Ça, c'était au bout de combien de jours? C'était Deuxième ou troisième, du coup? le deuxième jour. Les fesses, ça allait encore à ce moment-là, mais après, à la fin du troisième, là, c'était un calvaire. Là, c'est ma deuxième anecdote. Voilà, c'était horrible. Ouais, parce que c'est quand même pas mal d'heures sur la selle, hein. Je suppose que les gens comprennent quand tu te dis qu'il faut faire 1000 km en quelques jours, c'est-à-dire que tu fais pas mal d'heures de vélo. Nous, là, en duo, on roulait un peu fort la journée, mais le soir, on s'arrêtait... on va dire quand il commençait à faire un peu nuit noire. Mais ça faisait quand même 10, 12, 13 heures de vélo par jour. Toi, là, si t'as roulé toute la journée et qu'en plus tu continues la nuit, ça fait... Ouais, vu que je suis un escargot, il faut que je roule longtemps, en fait, moi, par rapport aux autres. Donc, les fesses, elles sont vraiment pas aimées. Elles sont tellement pas aimées que à la fin, j'avais plus de peau. Plus de peau. C'est-à-dire... aux fesses. Ouais. À vif. Ah oui, j'étais... Ouais. Ah ouais. Ce qui est embêtant pour faire du vélo. Ah ouais. Et donc, j'ai roulé comme ça tout le 4e jour, en souffrant, mais le martyr... Enfin, je roulais pas, en fait. J'avançais, je m'arrêtais, je mettais j'avais mis 2 cuissards,
Et je changeais les positions toutes les demi-heures. C'était vraiment dur. Dès que je me rappelle, ça c'était dur. Dès que je changeais la vitesse, quand la chaîne changeait de pignon, je le sentais dans les fesses. C'était tellement sensible. J'arrivais plus à pédaler, j'avais plus de force, quoi. C'était horrible. Donc toute une journée en solo. Ouais. À souffrir le martyre comme ça, quoi. Ouais, là c'était... Et puis après, plusieurs jours d'efforts où t'as la fatigue quand même qui s'accumule, tu manges pas très bien, enfin tu manges ce que tu trouves sur le parcours, quoi. T'es pas... Tu chasses, tu fais des trucs. Tu fais cuire des biches chez fourmis. T'as le droit à prendre une arme avec toi. Non, quand même pas, il y a des super mercados, mais ouais, non, mais c'est sûr que tout s'accumuler, faut de l'abnégation pour aller jusqu'au bout avec des douleurs physiques, hein, c'est quand même parti. Voilà, c'était mon chemin de croix, alors. C'est vrai que c'est des distances, du temps passé sur le vélo dont on n'a pas l'habitude. Je pense que personne, même un cycliste qui fait des grosses sorties de 150, 200 km assez régulièrement, tu les enchaînes pas tous les jours. Donc voilà, à part les cyclistes pro Tour de France qui se font pendant 10 jours, 3 semaines du Tour ou d'autres de la Vuelta ou quoi, qui passent beaucoup de temps sur la selle. Ouais, c'est un truc que tu découvres sur l'épreuve. C'est beaucoup de temps, mais c'est pas 15 ou 20 heures non plus par jour, quoi. Puis ils sont bichonnés le soir. Je retire pas le mérite qu'ils ont, mais non, mais c'est facile. C'est vraiment différent. T'avais pas de massage toi, là où tu t'arrêtais? Non. J'avais pas ça, moi. J'avais pas de piscine, pas de massage. Des fois, j'avais pas d'hôtel non plus. Eh ben c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on voulait creuser parce que Olivier a un peu décrit la manière dont il a vécu son biking man. Ouais, nous très... Vélo électrique, tout ça. Ouais, non, ça fallait pas. Non, mais en gros, tout le monde passe par le même chemin, parce qu'on a une trace GPS qu'il faut suivre. Dès que tu en sors, faut prévenir que tu sors de la trace pour des raisons de sécurité, etc. Donc tout le monde prend le même parcours. Oui, plus GPS et checkpoint, du coup, c'est comme ça qu'ils valident. Exactement, t'as 3 checkpoints, en tout cas sur cette épreuve, peut-être qu'il y en a plus sur d'autres épreuves, mais donc t'as 3 checkpoints, grosso modo, tous les 300 km, enfin 250-300 km, quoi. T'en as 2 plus l'arrivée, finalement. Et je disais quoi, du coup? C'était quoi la question? Et la question, c'était que... comment on vivait le truc. Voilà. Ouais. Donc on prend la trace, tout le monde se suit plus ou moins, et au bout d'un moment, soit les gens effectivement roulent la nuit, décident de ne pas s'arrêter, notamment ceux qui font 44 heures, vous imaginez bien qu'ils font pas des nuits de 12 heures, ou alors tu as la possibilité de trouver des petits hôtels sur le chemin, le plus près possible de la trace évidemment, pour éviter tous les kilomètres superflus. Le problème, c'est que tu passes quand même surtout dans des petites villes où l'offre... Mais pas... c'est pas Las Vegas, quoi. Donc tu te trouves des petits hôtels un peu à l'arrache, faut réserver à l'avance, faut les appeler parce que ils sont pas tous sur Booking, hein, donc c'est un peu compliqué, donc faut parler un peu portugais, c'est rigolo. Pas forcément ouvert non plus en plus. Ouais, exactement. Pareil pour quand tu veux t'alimenter, le midi, ça va parce que les choses sont ouvertes, même si on a eu un jour où c'était fête nationale, un jour où c'était... il y avait toujours des trucs qui faisaient que c'était fermé, et le soir, ça ferme quand même assez tôt parce que t'es quand même à la campagne, donc ça demande un petit peu d'organisation. Tu peux braquer un super, mais ça oui, mais ça ne se fait pas trop normalement, mais pourquoi pas. Mais donc du coup effectivement nous on s'organisait pour faire en sorte que grosso modo lors de la pause déjeuner du midi où on se faisait nos petits sandwichs, on appelait les hôtels qui étaient sur la trace et en fonction de ça on savait où est-ce qu'on allait dormir le soir et on savait combien de kilomètres on allait faire sur la journée. Tu prépares ta... Exactement. Ça c'est l'option 3, all inclusive. Ça c'est confort. Nous on savait rien. Voilà. C'est une autre façon de vivre. C'était tout le contraire. Nous c'était au feeling. On verra bien. Bon on avance et puis on verra bien. Mais ça c'est... Alors il y a un côté aventure qui est top. Qui est sympa. Et tu prépares ton truc un peu comme les navigateurs. C'est encore plus dangereux ce qu'ils font quand ils font des traversées, mais ce côté un peu aventure, quoi. Je sais pas trop où je vais et puis je prépare au fur et à mesure. Mais là ce que tu dis, alors on sait pas. Là c'est comment tu peux partir dans un truc comme ça en disant je sais pas, on verra, franchement. Faut rouler, c'est tout, quoi. Tu roules et puis tu vois ce qui se passe et tu t'adaptes. Hein. C'est-à-dire que est-ce que tu te retrouves dans des situations, parfois, où tu te dis, en fait, je sais pas où je vais dormir, quoi. Vas-y, on dort là. Ouais, complètement. C'est complètement ça, t'as bien... C'est ça, ouais. Je pose le vélo et puis je dors dans l'herbe, là, 2 heures, et puis je repars. Sur des c'est comme ça que ça se passe. Sur la terrasse d'une église. Là, cette année, avec David, on a dormi dans un sas de banque. Et on s'est fait virer par la police. Ils étaient pas très contents. Et là, avec les vélos et tout ça, tu vois, pour pas qu'on te pique. Ouais, on avait tout mis dans le sas. Du coup, ils ont halluciné. Je me rappellerai toute ma vie de leur tête. Ils n'ont jamais dû voir ça de leur vie, je crois.
Mais voilà, puis ouais, tu t'adaptes sur le bord de la route, n'importe où, quoi. Là, il fait des températures correctes pour la nuit. Il faisait quoi à l'époque en septembre En journée, température. le matin, il fait 10-15 degrés, ça pouvait monter jusqu'à 25, c'était vraiment cool, il faisait très très beau. Mais la nuit, c'est très humide. La nuit, ça allait jusqu'à 4-5 heures, il commençait à y avoir de la rosée, et là c'était pas bon de rester dehors, quoi. Ouais, il valait mieux remonter sur le vélo. Ouais, il valait mieux rouler. Parce que t'es quand même doucement, mais valait mieux rouler. Parce que t'es quand même limité en équipement, hein, c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que là, quand tu dors dehors, sous un abribus, plutôt sympa, plutôt confort, parce que t'es protégé de la pluie. Et il y a un banc. Et il y a un banc, si tu veux. Mais niveau... t'as un duvet, parce que là, tu termines une journée de roule, t'as transpiré, t'es fatigué, donc forcément, quand les températures descendent, t'as froid. Et là, comment tu te protèges du froid pour déjà bien dormir, parce qu'il faut quand même un peu récupérer. L'année dernière, j'avais un duvet que j'ai jamais utilisé. Très bien. Donc on avait la couverture de survie qui est obligatoire. Elle, je l'avais utilisée l'année dernière. Et j'avais dormi dans un petit kiosque et puis dans des toilettes publiques aussi. Ouais, j'avais dormi. Du coup, j'avais pu charger tous mes appareils parce qu'il y avait une prise. Ça, c'était bien. Et cette année, en fait, j'avais pas pris de duvet. J'avais rien pris du tout, en fait. Et j'avais le minimum. Et en guise de duvet, j'avais juste pris ma doudoune. Une doudoune. D'accord. Voilà. Et c'est tout. Ok. Peut-être qu'on est trop... tu vois, on a besoin de trop de matos, nous, en général, j'ai l'impression. Non, mais c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui fait que tu souhaites le vivre de cette manière, toi, plutôt que celle... All inclusive. Moi, je pense que le all inclusive, je vais le tenter l'année prochaine. Ah, tous ceux à qui on a raconté la façon dont nous on a vécu l'épreuve, il y avait notamment Bérangère là, qui a fini 3e chez les nanas. Elle a fait l'épreuve, de ce qu'elle nous a raconté, parce que c'était comme ça qu'il fallait la faire. Donc voilà, elle l'a faite comme ça, elle a fait un super chrono et tout. Et quand on lui a raconté la façon dont nous on avait vécu la chose, elle fait mais pourquoi j'ai pas fait ça ? Je ferai ça la prochaine fois. Voilà. On donne des idées. Les chronos vont s'allonger, je pense. Non, justement, moi je pense pas. Je pense que ça va être le contraire parce que mon objectif pour l'année prochaine, ce serait de réduire le temps et sans pour autant accélérer en fait. Parce que moi j'ai une 50aine d'heures de repos, c'est énorme, c'est trop. Du coup, je pense que si j'optimise mes temps de repos, que je les réduis, mais que je fais des bons temps de repos et des bons temps de récup. Qualitatif, ouais. Pas sous un abribus. Voilà. Donc si je peux dormir tous les soirs à l'hôtel, même 4 heures, et puis après je repars, c'est ce que je compte faire, quoi. Et je pense que je peux gagner facile une 20aine d'heures, minimum. Minimum, ouais. Donc je vais tester ça, mais sans la piscine. Tu peux juste faire un petit plouf, ça fait bien. Ouais, il y a aussi des moments de la nuit où c'est mieux de dormir selon ton métabolisme, je crois, c'est Pascal Piche, l'ultra triathlète, ancien militaire, je sais pas si vous connaissez, qui racontait ça, que lui il avait étudié son sommeil, il avait fait étudier son sommeil et donc il savait que je vais dire n'importe quoi, mais de 2h du matin à 5h, c'est les 3 heures où son corps il récupérait le plus, donc il faisait ça et il repartait. C'est pas mal ça. Moi, je sais pas. Petit conseil pour... Ouais, je vais réfléchir à ça, mais bon, je pense que j'aurai pas de référence et d'analyse, mais ouais, c'est pas mal comme info. Et du coup, non, mais je voulais revenir sur le matériel, parce qu'en fait, on n'a pas détaillé, mais ça doit être un sacré chantier pour se préparer. Ouais, et je pense surtout que ça, c'est un truc que tu apprends avec l'expérience, mais c'est un petit peu ce que Zoubir vient de dire aussi sur l'équipement. C'est-à-dire que je pense que ton premier, t'as pas envie d'être en galère et donc tu prends beaucoup plus que le nécessaire. J'ai été surchargé l'année dernière, le premier. Et là, tu vois, tu avais conseillé Wilfried, donc par ricochet, moi, sur le côté, faut s'alléger, faut pas en prendre trop de trucs et tout. Et au final, on avait toutes nos sacoches, donc c'est une sacoche à l'arrière de la selle. Je sais pas combien il y a de litres ou de kilos là-dedans, mais c'était quand même assez volumineux. Ensuite, t'en as une sous ton cadre et sur ton cadre pour l'alimentation. Enfin, après, tu peux rien prendre si tu veux, mais nous, en tout cas, c'est ce qu'on avait. C'était plein, et c'est vrai que y a plein de trucs dont on s'est pas servi. Autant l'alimentation qu'on avait pris, donc des bars, des gels, etc. C'était bien parce que tu trouves pas forcément ton supermarché tout au long de ta journée. Et au moins, t'as des trucs un petit peu quali, on va dire, pour t'alimenter entre les vrais ravitaillements.
Pour la boisson, bah, t'as tes bidons. Mais par contre, c'est vrai que à l'arrière, avec tous les vêtements, tu vois, j'avais pris un deuxième cuissard, je m'en suis jamais servi. De toute façon, il en faut un qui est ultra confortable et où t'as pas mal. T'as pas besoin d'en avoir deux, quoi. Tu le laves pas, mais c'est pas grave. Bah, ouais, faut qu'il soit sec, quoi. Ouais, parce que sinon, c'est pas... Moi, j'en prends 2. Ouais, moi j'en avais pris 2, mais je m'en suis pas servi. Mais... Ouais, j'ai utilisé les 2. Mais il faut être sûr qu'ils sont parfaitement adaptés, quoi. Wilfried, par exemple, avait pris un deuxième. Le seul jour où il a mis son deuxième, bah, ça lui a fait mal. Ça pas passé, ouais. Donc au final, après, tu vois, j'avais pris, je sais pas, une serviette, au final, pas eu besoin particulièrement. J'avais pris plein de trucs qui m'ont pas servi, quoi. Donc j'aurais pu gagner, je sais pas, peut-être 2-3 kilos sur le vélo en étant beaucoup plus smart. C'est pas anodin sur des distances aussi longues avec du D+. Non, c'est pas anodin. Donc, puis t'as quand même plein de trucs qui sont quand même imposés. Mine de rien, t'as quand même un powerbank, t'as des lumières, évidemment. T'as des petits trucs de sécu, enfin des trucs pour avoir chaud. Le casque, ouais. Des choses qui paraissent logiques, mais voilà, ça fait du poids aussi. Ouais, ça fait du poids. Je crois que, mon vélo, je crois qu'elle a pesé au départ, donc hors bidon, je crois que c'était 16 ou 17 kilos. Donc c'est autre chose qu'un vélo de 6,5 kg norme UCI pour monter un col, quoi. Ouais, c'est sûr que... Puis, ouais, quel type de vélo tu prends? Toi, je sais que t'avais acheté un petit gravel de chez Decat, là. Ouais, non, c'était même pas gravel, mais c'était le Triban 850, je crois, ou 950, je sais plus comment il s'appelait. Mais c'est... Ouais, parce qu'en fait... Pas forcément des plus légers, mais... Non, et en fait, surtout, c'est peut-être que tu pourras compléter Zoubir sur le matos vélo, mais c'est vrai que moi, ma crainte, c'était... Donc, le vélo que j'ai au quotidien, c'est un truc un peu quali, mais tu peux rien changer, quoi. C'est-à-dire que tu fais tes kilomètres pour ton épreuve et... Si tu crèves, bah, tu peux pas réparer parce que t'es en tubeless, tes vitesses, c'est électrique, donc si t'as plus de batterie, bah, t'es baisé. T'as pas de place pour accrocher tes sacoches, tu vois, enfin, c'est pas du tout fait pour ce genre d'épreuve. Donc là, effectivement, j'étais parti sur un vélo très simple, frein à disque parce qu'il y a quand même pas mal de descentes, avec des trous pour accrocher tes sacoches, tout ce qu'il faut, tes lampes, etc. Avec un Shimano 105 parce que si c'est un des problèmes, tu peux tout réparer, quoi. C'est pas transmission électrique. Exactement. Donc c'était un peu plus lourd, mais en vrai, t'avais la sécurité de te dire, quoi qu'il arrive, tu pouvais réparer. Et c'est quand même un peu un truc important, parce que vu que t'es en full autonomie, il faut quand même que tu puisses réparer. On a croisé, je sais plus comment il s'appelait, mais un Allemand, je sais plus, le mec, on l'a croisé à mi-parcours, il avait déjà crevé 8 fois, le gars. Donc il était peut-être très mauvais pour réparer sa roue. Ouais. Mais moi, il avait du matos. Ouais, mais je pense que tu sais, il était trop fatigué, et quand il réparait, il remettait n'importe comment sa chambre à air. Et ça explosait à chaque fois, 8 fois. Dès chaque fois que tu voyais un Décathlon sur une carte, je pense qu'il y était, quoi. C'était incroyable. Je l'ai pas croisé, lui, je l'ai pas vu. Ouais. C'était dingue. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'il y a aussi le matos de réparation. Ouais. Enfin, ça aussi, ça rajoute du poids, mais il faut avoir. T'es obligé d'avoir une ou deux chambres à air, je sais plus, des monte-pneus, de quoi réparer. Même si t'es en tubeless, t'es obligé d'avoir une chambre à air minimum. C'est l'organisation qui. Oui. Okay. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, même pour ça, il n'y a pas d'assistance, ce que tu me disais, Olivier. Enfin, il n'y a aucune assistance là-dessus, sauf, évidemment, s'il y a un vrai problème, un vrai pépin de santé pour un des participants, un accident, tu peux appeler l'assistance. C'est ça, en fait. Mais que pour cette raison-là. Oui, sinon, en gros, c'est pour un abandon, un accident, enfin, un truc grave, quoi. Mais si tu crèves, tu t'appelles pas... T'appelles pas les organisateurs, les Race Angels, qu'on salue, pour venir t'aider sur ce genre de truc, quoi. T'es en autonomie, tu trouves ton Décathlon, t'y vas et tu répares toi-même, quoi. C'est pas... si tu les appelles pour une crevaison et potentiellement qu'il y a un accident, je sais pas où sur le parcours, t'as été ils un peu peuvent pas être égoïste, partout, t'es un peu égoïste et ils peuvent mettre du temps à venir. Non, ils viendront pas, je pense. Faut pas leur dire la raison de ton arrêt, quoi. Mais malgré tout, c'est quand même assez surveillé. C'est-à-dire que sur la trace, s'ils voient que tu t'es arrêté pendant très longtemps ou que t'es sorti de la trace ou n'importe quoi, il y a une messagerie. Si tu donnes pas de nouvelles, ils te contactent. Ils te contactent et si tu donnes pas de nouvelles, ils vont venir jusqu'à toi pour voir si tout va bien. T'es obligé d'avoir un téléphone avec toi. T'as une balise GPS. GPS qui te traque vraiment en temps réel tout le temps, t'as pas le droit de l'éteindre, etc. Et ensuite, t'as ton téléphone pour contacter les gens. Et t'es sur un groupe WhatsApp avec tous les participants. Donc ça peut dialoguer. Ça dialogue, s'il y a un pépin, s'il y a un problème sur la route, s'il y a quelque chose d'imprévu, les gars, les participants, ils le signalent. Donc C'est marrant, ça fait un peu comme des codes de la navigation. Je parlais tout à l'heure d'aventure avec le navigateur. Le groupe WhatsApp, c'est un peu la CB, où tu t'appelles, la CB, le cross-corsen et tout ça, tu envoies des messages, tu peux porter assistance à tel ou tel. Celui qui est le plus près, c'est lui qui va. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un peu le même code, un peu quelque part, tu vois. C'était vraiment ça.
Et d'accord, et donc du coup, oui, les vélos sont bien chargés, il y a beaucoup de poids. Bah, si t'es bon, ça n'a pas beaucoup de poids. Et si tu prévois... Il y en a qui partent avec 12 kilos, quoi. Ouais, c'est ça. Ceux qui prévoient de pas dormir et de pas s'arrêter, pas besoin d'avoir ton duvet, n'importe quoi, tu vois, c'est une autre épreuve. Qu'est-ce que dans l'équipement vous considérez vraiment stratégique, quoi? Par exemple, un truc où vous dites vraiment, franchement, ça c'est le feu, il faut prendre ça, il faut pas l'oublier. Moi, c'est les batteries externes. Au moins. Alors, moi, je pars avec 2 de 10 000 mAh et une de 5000 en sécu, en super backup, quoi, en sécu que je touche pas. Je pars avec ça. Ce qui est bien avec les 2 de 10 000, c'est que j'avais pesé. Elles étaient plus légères que ma batterie de 20 000. Et c'est plus facile à caser, en fait, à ranger. Ah oui, d'accord, ok. Alors que moi, j'en avais pris une de 20 000 parce que j'ai pas regardé le poids, tu vois. Et puis je me dis aussi que si la batterie de 20 000 a tombé en rade, bah là, après, j'avais plus rien. Ouais, t'es Alors foutu, que là, quoi. 2 de 10 000, si on a une qui tombe en panne, j'en ai toujours une encore en sécu, quoi. Et ça, c'est juste pour alimenter les téléphones. Le téléphone, sécurité. le GPS. Et ton compteur, ouais, Ouais. parce que tu poursuives la trace, enfin la balise GPS, elle te localise, mais elle te dit pas où est-ce qu'il faut tourner. Donc t'es obligé d'avoir un compteur GPS. Ou t'as changé la trace localisé. pour la suivre. Exactement. Ok. Et le truc, moi, qui est pas obligatoire, mais que je prendrais obligatoirement et qu'il faut charger, eh ben, c'est une enceinte. Une enceinte. Ah ouais. Putain, c'est très particulier, j'aurais pas pensé à ça. Ah bah, ça fait du bien la nuit. Hein. C'est vraiment. Ça Pour aide à se tenir. mettre un peu de musique, Ouais, ou se ouais, mettre. Tu ouais. t'écoutes quoi? Tu fais Pour quoi? écouter les podcasts. Podcast aussi. Bien Pour placé, écouter ça c'est cool. Pour écouter le PPTC. Exactement. Bah, non, mais c'est un très bon conseil que t'avais donné à Wilfried, sauf qu'il a été incapable de le monter sur son vélo, donc on n'a jamais eu de son. Il est Ah très, ouais, très mauvais en tu bricolage. prends une enceinte relativement légère Ouais, que tu installes sur le vélo, quoi. On peut donner les marques ou pas? Bien sûr, Ouais, en oui. espérant qu'il nous en offre une. Moi, j'avais pris une JBL Go 2. Attends, deviez-les. J'avais pris une petite JBL Go 2, c'est un petit pavé sur lequel j'avais collé un adaptateur pour le fixer sur un support Garmin. Et donc, nickel. Le son était top, ça tient... Ouais, c'est tout petit, ouais. Elles sont Ouais, de couleurs, là. cubique, là, J'en ai une, ouais. ça doit faire, je sais pas, 7-8 cm de côté. Ouais, ça suffit largement, c'est juste pour avoir un Ouais, peu c'est de pour son. avoir un peu de son, et le son est quand même bon. Ouais, c'est le truc qui sert à rien, mais que j'aurai tout le temps. Bah, surtout, ouais, effectivement, si tu roules la nuit, c'est quand même. Ça casse un peu l'ambiance qui peut être un peu. Et bizarrement, pesante. j'ai pas beaucoup écouté en fait. Quand je fais du vélo taf, je la mets tout le temps, mais là, quand j'étais sur les Bikingman, j'écoutais quasiment jamais, sauf vraiment quand j'étais dans le dur et qu'il me fallait, entre guillemets, de la compagnie. Parce que tu l'avais déjà l'année dernière, Je ça l'ai toujours eu, ouais. Ouais. Ça, Parce qu'autant en solo, c'est vrai que c'est un truc effectivement Ouais. un peu primordial. Autant quand t'es en duo la journée, bon, tu peux pas parler toute la journée non plus, mais c'est vrai que t'arrives à interagir avec les gens, donc. Enfin, avec ton plus un, quoi, donc c'est plus sympa. Mais ouais, non, la musique, c'était important pour moi de l'avoir. Et de pas m'isoler avec des écouteurs, justement. Et c'est pour ça que j'avais choisi l'option d'une enceinte. Ouais. Parce que même en solo, alors c'est interdit de rouler en peloton, c'est ça? Ouais. Mais en solo, tu peux des fois rouler avec d'autres participants, ça arrive. Bah, Ou ça c'est arrive. très rare et t'es vraiment Non, très souvent seul. ça arrive parce que souvent tu te retrouves avec des gens du même niveau que toi, donc c'est dur de. Enfin, c'est fait bizarre de se dire on roule à la même vitesse et puis on se laisse 500 mètres de distance, quoi. Ouais, surtout Je sais que voilà, nous, enfin moi quand je roulais avec quelqu'un, enfin si je rencontrais quelqu'un, on roulait côte à côte. Mais on roulait pas tout le temps côte à côte, c'est impossible parce que on n'a pas la même vitesse dans les côtes, on n'a pas la même vitesse dans les descentes, donc au bout du compte, ça fait tout le temps de l'élastique. Donc on roule ensemble, mais on roule pas ensemble. Oui, puis c'est Je pas. sais pas comment expliquer. C'est pas l'objectif, c'est pas de faire du drafting et de gagner du temps sur ton chrono. Enfin, on sait que, enfin nous, on n'a rien à gagner quoi à faire ça, à part se faire gronder ou se faire éliminer. Enfin, Ouais, on joue rien du tout quoi. C'est plus rouler à côté de quelqu'un et partager un moment, Voilà, casser un petit on peu discute la un routine, peu, et et puis après tu reprends ta place. Toi qui l'as vécu en duo, qu'est-ce que ça change? Enfin, bon, tu l'as pas jamais fait en solo, mais
Ça te permet de discuter, tu discutes bah, pas mal, déjà quand c'est ton premier, c'est différent parce que tu te renseignes à deux, tout est plus facile pour l'organisation initiale. Aussi, et puis tu dispatches entre guillemets les tâches, tu vois. Il y en a un qui prend les billets d'avion, l'autre qui s'occupe de l'hôtel, l'autre qui s'occupe de réserver les trucs, tu vois. C'est vachement plus simple moralement pour l'organisation. Puis t'es avec ton pote, en général, tu fais ça avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, tu vois. Il y a même des gens qui ont fait ça en couple. Alors ça, c'est gros respect, parce que ça, c'est quelque chose. Et ils sont toujours ensemble. J'espère pour eux, je touche du bois. Mais ouais, non, c'est quand même un délire, parce que t'es quand même crevé, etc. Donc il y a moyen de t'embrouiller, quoi. Donc tu sens pas bon. c'est quand même particulier. Non, mais ouais, donc t'as le côté charge mentale, t'as le côté le temps passe plus vite quand tu discutes. Et surtout, ce dont on s'est rendu compte avec Wilfried, c'est que y a des moments dans la journée où t'en as marre, t'es crevé. Et puis en fait, c'est pas le moment où l'autre il est crevé. Donc lui il va te tirer, tu te mets un petit peu derrière lui et puis il t'emmène, il te raconte des trucs et ça te change la tête et bam, ça passe de l'autre côté. Dedans et ouais, c'est parti, quoi. On a eu nos moments. C'était plus souvent Wilfried qui me tirait qu'autre chose, mais mais on avait chacun nos moments, des moments où t'es vraiment crevé, t'as pas envie de rouler, tu dis vas-y je vais m'arrêter, non vas-y viens on roule 1 heure, puis en fait tu roules 4 heures de suite et t'as gagné une demi-journée, quoi. Donc ouais non, surtout ça c'est super cool, puis d'avoir des souvenirs partagés avec un pote c'est toujours plus cool que pour soi-même, entre guillemets, tu vois. Je sais pas si toi la différence entre l'année dernière et cette année sur les sensations. Ouais, c'est complètement différent. C'est pas la même épreuve presque, je dirais. Et moi je pense que quand on le fait en duo, l'important c'est que celui qui est bien, à un moment, il se mette au service de celui qui a une faiblesse. Parce que si celui qui est bien, il se dit non, il faut vraiment qu'on y aille, ou qui veut vraiment appuyer et qui met l'autre dans le rouge, ça va mal se passer. Ouais, il faut se comprendre. Ouais. C'est vraiment... moi, je sais qu'il y a d'autres quoi. Ouais, y a des moments où j'étais vraiment pas bien. David, il m'a bien soutenu. J'étais aux petits oignons, il s'occupait bien de moi, il allait m'acheter mon sandwich, tout ça. Et inversement, après, quand c'était lui qui était pas bien, c'est moi qui le bichonnais, quoi. Et pour moi, si on fait pas un duo dans cet esprit-là, il risque d'y avoir de la tension. Parce que c'est déjà dur, on va être stressé, mais si on se rajoute une charge de stress parce qu'on s'entend pas avec son binôme, je suis pas sûr qu'on arrive à la fin, ou alors je suis pas sûr qu'on reparte avec un ami à la fin. Ouais, c'est ça. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait, là, sur l'épreuve cette année, il y avait des inséparables, physiquement parlant, parce qu'ils étaient en tandem. Ouais, des frères. Je croyais des siamois. Presque. Non, mais ça c'est incroyable parce que le poids du vélo, la prise au vent, parce qu'il y a des moments où il y avait quand même beaucoup de vent quand t'étais un peu dans la montagne, surtout le premier matin là. Il y avait des rafales, même tout seul, juste avec l'équipement supplémentaire dont t'as pas l'habitude. C'était chaud. Ouais, c'était vraiment dangereux. Alors eux, avec toutes les sacoches à deux sur le vélo et tout, dans les côtes, parce qu'il y avait des moments. C'était 12 000 de dénivelé, c'était surtout des petites bosses 3-4% machin, mais il y avait des trucs, il y avait des moments c'était à 18-19% sur des petites portions, tu vois. Ouais, mais bon, c'est du mur, quoi, 18, puis ça s'arrête pas en fait, c'est qu'il y a jamais de réellement... En fait, on dit que le Bikeman du Portugal c'est le plus facile, mais il a ses difficultés, je trouve, parce que en fait ça monte pas beaucoup, ça redescend, mais ça remonte aussi sec, ce qui fait qu'il y a quasiment pas de temps de repos. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de récup, à part sur les grandes lignes droites, et encore, parce que sur les grandes lignes droites, on se met à appuyer. Des fois, t'as du vent en plus, donc c'est pas les mêmes difficultés qu'en Corse, par exemple, mais il n'est pas si facile que ça non plus, quoi. Ils ont tous leur... Moi, j'ai pas dit que c'était facile. Hein. Non, j'ai pas dit que t'avais dit ça, mais je le précise pour les gens qui vont écouter. Quoi. Ouais, c'est vrai que sur le papier, c'est le plus accessible, mais c'est compliqué, c'est fatigant. Ouais, il a ses vraies difficultés. Faut pas le prendre à la légère. Il y a des portions, c'était pas forcément celle qu'on avait anticipé être la plus dure sur le dernier tronçon entre le CP2 et l'arrivée. Donc ça faisait 280 km, je crois, il restait 4000 de dénivelé. Donc c'était la moyenne, entre guillemets. Mais déjà, il faisait très très chaud quand on l'a fait. Et il y avait vraiment, je pense... tu roulais pendant 3 heures et tu croisais pas un endroit pour mettre de l'eau dans tes bidons, quoi. Donc, et ça montait, t'avais des portions, 8-9% pendant 2-3 km avec tout ton barda. Alors quand t'as déjà 700 km dans les guibolles et tout, franchement c'était dur. Le petit ravito du midi, il y avait un petit restaurant où je pense que tout le monde s'est arrêté. Celui-là il faisait du bien. Ouais, parce que des fois tu peux traverser des zones où il n'y a rien du tout. Et donc, si t'as pas pensé avant à bien charger tes bidons, avoir ton ravito, etc., t'es foutu, quoi, en fait.
Eh ben, c'est pour Ça ça, t'est arrivé, je leur dis sens merci, non, parce que je dis merci à Wilfried et Olivier, parce que il y a un moment où ils nous ont prévenus qu'il C'était fallait, ce truc-là, justement. Ouais. il fallait vraiment qu'on Alors, fasse le plein, parce Ah oui, que d'accord, ouais. après, je sais plus quel petit village, il n'y avait plus rien. Ah ouais. Et on était justement arrêtés à cet endroit-là. Et ça, c'est grâce à Olivier, parce qu'apparemment, Wilfried a dit non, leur dis pas et tout, on va les mettre dans le dur. C'est son style, je le son note. style. Mais ouais, c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est pas une vraie compétition entre les participants. Ouais, On s'entraide, c'est vraiment bien quoi pour ça. Et c'est ce que j'aime dans le Biking Man, c'est comme ça que je vois le sport. Moi. C'est ok, il y a une compétition, mais c'est pas primordial quoi. Il y a autre chose qui pour moi est plus important. C'est vrai qu'il y a vraiment partage. une forme de bienveillance entre les gens. Je pense que ceux qui gagnent, tu les croises pas, mais sur tous les autres, ça te fait plaisir aussi de Tu les les vois au croiser départ. sur l'épreuve. Non, mais c'est vrai qu'on se croise assez souvent. Ils sont accessibles quoi. Oui, mais pour le coup, je les ai pas Ouais. croisés sur la route. Mais Moi tu non vois, tu pars, tu vois qu'il y a un endroit où il y a quelqu'un qui s'arrête. Tu le vois sur sa terrasse en train de prendre son café ou remplir son bidon. Tu vas t'arrêter au même endroit, tu vas échanger 2-3 mots et tu vas repartir. Et c'est vrai que ça fait vraiment une ambiance. Les gens sont vraiment bienveillants. Même avant le départ, personne ne se connaissait. Et je sais plus comment il s'appelait, mais il y a un mec qui a cassé son dérailleur, sûrement dans la valise de l'avion. C'est Olivier. Ouais. Il a cassé son dérailleur. On était le dimanche à Faro. Oui, c'est départ et arrivé à Faro. Ouais, oui, c'est une boucle, ouais, exactement. Tout à fait au sud du Portugal. Et il avait donc cassé son truc, tout était fermé. Et là, sur WhatsApp, mais je pense que t'as 20 personnes qui ont tenté de l'aider, quoi. Ouais, ça fusait. Alors que personne se connaissait, personne s'était jamais vu. T'as quelqu'un qui a trouvé un vélociste qui était fermé, mais il a eu son numéro de téléphone par je sais plus qui, ils l'ont appelé. Ah, trop sympa, quoi. Si tu pouvais, si t'y allais entre telle heure et telle heure, il te réparait ton truc. Et au final, le mec, il l'a trouvé. Et c'est assez dingue, C'est super quoi. cool, c'est un super état d'esprit parce que au final, voilà, tout le monde s'est mis en ordre de marche pour l'aider et je pense que tout le monde s'est mis à sa place. Ah ouais, bah À la veille du départ, de Ouais, pas pouvoir c'était- partir parce que t'as un dérailleur explosé. Ouais, bah c'est beau. Ouais, non, mais c'est franchement, une bonne ouais, ambiance, c'est. Pour moi, une expérience humaine, quoi. bah, Aussi. pour moi, tant qu'il y aura cette ambiance dans le Biking Man, j'y retournerai. Et il y a aussi cette ambiance, et je le précise et j'insiste, aussi grâce aux Race Angels. Quoi. Les bénévoles, total respect éternel jusqu'au bout de l'univers. Ils sont magnifiques. Parce qu'en gros, Vraiment, t'as les organisateurs, ceux qui organisent ça toute l'année, quoi, les différentes épreuves. Et par épreuve, t'as aussi donc ces fameux bénévoles qui s'appellent donc les Race Angels parce qu'ils te suivent en voiture et en moto. Ils sont au checkpoint aussi. Exactement. Et ils nous bichonnent, mais... C'est vos anges gardiens. Ah ouais, vraiment, ils portent bien leur nom. Ouais, et puis surtout, ce qui est dingue, c'est que personne n'arrive en même temps au checkpoint. C'est-à-dire que les gens qui sont présents sur le premier checkpoint, ils doivent y être au bout de, 15 ou 20 heures, je pense, pour voir passer les premiers, peut-être même avant, jusqu'à... Ouais. Non, mais ils attendent toute la nuit éveillés en attendant quelqu'un qui va peut-être qu'ils vont voir personne pendant 6 heures, entre minuit et 6 heures du mat, et ils attendent, ils sont prêts à t'accueillir, sont et quand quand même là, t'arrives, quoi. ils te motivent, quoi. Ouais, c'est quand même assez... Ah ouais, rigolo. c'est du bénévole. Plus, ouais. C'est de l'extrême, quoi. Moi, je suis arrivé à un checkpoint, j'ai eu le droit à des Kinder. Ah d'accord, tout le monde n'a pas eu ce... Il fallait arriver avec nous parce que nous, on avait des Kinder. Mais ouais, non, il y a vraiment cette bienveillance dans les organisateurs, les bénévoles et les participants. Et c'est vrai que ça crée une atmosphère vraiment sympa jusqu'au dîner le soir de l'arrivée, là, où tu vois, j'ai parlé avec des bénévoles, c'était un mec, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était la première fois qu'il faisait ça, il était venu avec ses parents, machin, et le mec, il était impressionné entre guillemets par tous les participants parce qu'il dit ouais, c'est un truc de ouf ce que vous faites et tout machin. Bon, Mais- ça va. Et tu sais, eux ils étaient crevés, ils disaient ouais, nous franchement je pense là pendant 2 semaines on a dormi 2 heures par jour, franchement c'était trop bien et tout. C'est dingue, quoi. Je veux Ils dire, dormaient moins que nous, c'est- ouais. en fait. Que nous, c'est sûr. Oui. Ils dormaient moins que beaucoup de participants, quoi. Total respect. Ouais, franchement Encore une c'est... Mais ça doit être dur, ce manque de sommeil. Enfin, tu l'évoquais tout à l'heure. Quand t'es en duo, faut être solidaire, bienveillant l'un avec l'autre. Parce qu'en fait, le manque de sommeil aussi, c'est un des trucs les pires, quoi. C'est-à-dire que tu peux être très irritable, l'effort physique devient 2 fois plus dur, 3 fois plus dur. Enfin,
Ça doit être très dur à gérer en fait, Je pense qu'il faut savoir s'arrêter alors à ce moment-là. Même une demi-heure, une heure, un quart d'heure, je sais pas, après c'est en fonction de chacun, mais quand ça devient trop dur, ça sert à rien d'insister parce qu'on n'avance pas. Ou on avance mal, donc il n'y a pas d'intérêt, quoi. On n'y gagne rien. Toi, ça t'est arrivé des moments comme ça? Ouais. L'année dernière, là, quand je m'engueulais tout seul, mais j'étais borné et il fallait que... Ouais, c'était nul. C'était nul, mais bon, j'ai récupéré 10 places. Donc, c'est pas rien. Donc quand j'avais fait ça, après, je me suis dit, bon, c'est bon, je peux arriver dernier, c'est pas grave. Et puis voilà, j'avais flatté mon ego, j'étais content, et puis après, c'était fini, quoi. Ouais, et en fait, par rapport à tout ce que vous disiez, au final, le classement importe peu. En fait, c'est ce qu'on va vivre à travers l'épreuve, quoi. À part pour ceux qui dorment quasiment pas, qui essayent de faire un chrono. C'est pas la même épreuve, et c'est pas, comme tu disais, il y a 3 catégories de personnes, quoi. Je sais plus à qui je disais ça. Aujourd'hui, le Biking Man, je le vois comme... on rencontre beaucoup de belles personnes, on fait des beaux partages, et accessoirement, il faut faire 1000 km. Moi, là, je le vis comme ça. Ah, mais c'est un beau résumé. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, une nouvelle fois, les gens qui se connaissaient d'autres épreuves, toi, donc, tu connaissais quand même des organisateurs et des participants que tu as retrouvés, une personne avec qui tu l'as fait en duo. Donc, je trouve que tu es un bel exemple de ce que ça représente et de la façon dont les gens le vivent entre eux, quoi. C'est assez, c'est même assez émouvant le dernier soir et tout, de voir tout le monde qui se retrouve, qui est content de se partager son épreuve, un peu ses expériences et tout. Et c'est vrai que quand tu rentres, t'as sur le groupe WhatsApp, jusqu'à, je crois, même il y a quelques jours, les gens ils s'envoyaient des news, quoi. Ah oui, encore. Ouais. Et ça, je trouve ça assez cool parce que c'est vrai que sur un triathlon, que tu fasses par exemple un M, un L ou même un Iron, finalement, il y a un peu l'ambiance un peu à la veille, etc. Mais finalement, tu fais ton épreuve, ça dure pas aussi longtemps. Puis tu termines, tu vas parc à vélo, puis tu pars et puis c'est terminé. Alors je crois que les licences Ironman ou d'autres triathlons font des espèces de pasta party. Non, ça c'est la veille plutôt. Non, après ils font des soirées, tout ça, mais ouais, je trouve que ce que vous racontez, le fait de manger ensemble, puis après il y a 130 participants, donc c'est pas non plus, ça reste à taille humaine, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais, et puis c'est la volonté aussi, je sais pas si c'est lié parce que le parcours et puis c'est très long, donc c'est difficile de suivre les athlètes, ou si c'est justement pour garder ce côté un peu communauté, mais il n'y a pas forcément une volonté d'avoir un jour 3000 participants sur une épreuve, quoi. Ouais, c'est pas le but. Je crois qu'ils veulent pas. Ce serait trop dur à gérer. Je crois qu'ils veulent laisser ça comme ça. Pour eux, c'est important aussi, je crois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche, parce que tout le monde a cet objectif indirectement, en fait, et ça, c'est bien. Et puis, preuve que ça plaît aux gens, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui font plusieurs Biking Man. Donc, les inscriptions partent très très vite. Faut être assez réactif, voire même être sur avoir les infos avant qu'il soit sur le site. Avoir un insider qui va donner les infos avant. Tu programmes ton alarme pour te réveiller le jour de l'inscription à telle heure, parce que tu veux pas rater, quoi. Je pense que ça, c'est dans toutes les épreuves, c'est comme ça, mais j'aurais pas cru que pour le Biking Man ça allait se faire comme ça. Et puis là, ça va le vent en poupe et je suis bien content pour eux, en tout cas. Il y a une question qui me vient. Quel budget pour un Biking Man? Ça dépend si tu rachètes un vélo. Non, mais partons du principe que t'as ton vélo. Je sais même pas. L'inscription, c'était pas si cher. L'inscription, c'est environ 250 €. Ouais, c'est ça. Après, moi... J'aurais dit beaucoup plus quand tu vois les licences Ironman... C'est pas pareil. Après, ça dépend comment tu vis ton épreuve. Tu vois, si effectivement tu dors dans une banque ou si tu dors dans un hôtel avec piscine, c'est pas le même budget. Ou un champ, franchement, pas cher. Et si vous venez là-bas en vélo déjà, c'est encore moins cher. C'est possible, c'est une option aussi. Ouais, non, mais ouais, tu vois, on a payé le billet d'avion, c'est le prix d'un billet d'avion Paris-Portugal, quoi. Donc ça devait être une centaine d'euros, 150 € aller-retour. Plus 100 € le transport de la housse. Le bagage, Comment le vélo est transporté? C'est une housse rigide? Ça se loue, c'est ça? T'avais loué quelque chose? Moi, j'ai loué ça à un particulier. Je trouvais ça sur Troc Vélo. Pour protéger le vélo. Le matos. Faut quand même démonter un peu ton vélo, mais c'est plutôt pratique. Et après, c'est en bagage oversize là dans les compagnies. Et puis tu récupères normalement en entier ou avec un derrière en moins en fonction de la chance que t'as. Mais ouais, donc t'as ce budget là, mais je crois, moi j'ai payé genre 50 balles la location.
Après, il y a quoi d'autre ? Bah, même après la nourriture sur place, au final, ça te coûte pas cher. Pas trop cher, non, c'est correct. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, le billet d'avion, l'inscription, un peu de nourriture, peut-être... Un peu. Ouais, un peu de vêtements ou les sacoches, peut-être. Ouais, l'équipement sur ton Ça peut premier, coûter cher au départ, la première fois. Les sacoches, ça peut aller de tout à rien, quoi. Ouais, là pour le coup, un truc vraiment cool que j'ai acheté chez Decathlon. Ouais, je confirme. Ouais, c'est avec un harnais et tout. Je crois que les deux, le harnais plus la sacoche étanche et tout, ça doit coûter 60 balles les deux. Mais c'est vraiment top, quoi. Ça bouge pas. La sacoche de selle Decathlon, là, le modèle Riverside qui vient juste de sortir. Voilà, excusez-moi, je fais de la pub, mais franchement, elle est trop bien. Ouais. Non, vraiment, c'est bien pensé, quoi. Elle est vraiment top. Parce que en fait, on accroche une sorte de fourreau sous la selle, et dans ce fourreau, on met la sacoche. Il y a Rustrap qui fait ça aussi. Et voilà, celle de Decat, niveau tarif, elle est quand même plus accessible. Parce que sinon, généralement, c'est tout qui est fixé à ta selle. Et donc, du coup, si tu veux sortir quelque chose, bah, tu peux pas retirer ton sac, tu vois. Là, c'est un sac Faut que tu peux prendre et déplacer. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est super maniable, quoi. Là, tu peux l'accrocher. Et tu laisses le harnais sur le vélo et tu te barres avec ton sac, quoi. Donc, ok. Et qui fait très bien office d'oreiller. J'ai testé pour vous. Ouais, c'est un peu ça. Et après, les autres sacoches, tu trouves des trucs pas très chers, 15-20 balles sur Amazon. Ça se fait vite. Donc le budget, franchement, ça dépend comment tu veux faire le truc, mais ça peut être raisonnable. Ouais, c'est-à-dire même avec le... Après, t'as l'hôtel, ça dépend comment tu le vis, comme tu disais, mais... Même l'hôtel, c'est pas très cher. C'est correct. Ça peut peut-être compter 500 balles avec le billet d'avion, si t'as pas de vélo à racheter. Ouais, 500 balles pour la semaine, ouais. Mini, ça me paraît quelque chose de correct. Après, si tu te rachètes un vélo, bon bref. Oui, bref. Mais c'est toujours bien de racheter un vélo. C'est toujours bien de racheter. Toujours bien. C'est ce que j'ai fait aussi. Et du coup, toi, t'as participé 4 fois. Oui. Tu l'as fini 3 fois. Oui. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais qu'est-ce qui s'est passé Si, remue. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est lequel que t'as pas fini, Jesse ? J'ai pas fini Pays Basque, le Bikingman Euskadi. Ah, on en le parlait fameux avec les l'émission. 23 de D+, là. Et 23 000 de D+. Et il était trop dur pour moi. Mentalement, j'étais pas prêt pour ça, quoi. Fracture mentale. Ah, c'était trop dur. En plus, on a eu la première journée, on a eu une grosse canicule. Toute l'année, on a eu un temps correct, sans plus de chaleur. Et là, le premier jour, je crois que il faisait 42 au soleil, quoi. Ah, Et là, ça veut dire quand même qu'en moyenne sur l'épreuve, tu pars pour faire 250 km, 250, avec 5000 de D+, minimum par jour. Quoi. C'était trop dur. Ouais, les 5000 minimum par jour de D+, c'est quand même très costaud. Ouais, c'était trop dur avec pour moi. tout le barda et tout. Oui. Clairement, c'était au-dessus de mes forces. Et pourtant, c'était bizarre parce que donc moi, je suis arrivé jusqu'au checkpoint 1. Donc j'ai fait 430 km, mais je suis arrivé en rampant, quoi. Je suis arrivé hors délai en rampant. Et en fait, le mardi, j'ai encore, j'insiste, mais avec ça, et j'ai encore fait une nuit blanche. Et bizarrement, j'étais plutôt bien, en fait. C'était les meilleures sensations que j'avais eues d'ici là, sur un Bikingman, quoi. Mais je pense que j'ai accumulé tellement de fatigue que quand je suis arrivé à 30 km du CP1, bah là, plus d'énergie, plus rien. Et c'était pas une fringale, c'était vraiment, j'avais plus de force, quoi. J'étais épuisé, je sais pas comment j'ai fait, je me suis traîné, je crois que pour faire 30 bornes, j'ai dû mettre 5 ou 6 heures, quoi. Ah ouais. J'en pouvais plus, il me restait, j'étais dans le col d'Aspin, et il me restait une grosse partie du Tourmalet à monter. Bah, je crois que le Tourmalet, voilà. Le Tourmalet, je crois que j'ai quasiment tout monté à pied, je pouvais plus, j'avais plus de force, plus rien. Et du coup, tu poses pied à terre. Ah bah ouais, je pose pied à terre. À combien de kilomètres ? À bout de combien de kilomètres ? Au bout de 400 km, quoi. Ouais, c'est sûr qu'entre la chaleur, la difficulté du parcours, la fatigue physique, la charge aussi, parce que tu montes des cols avec ton vélo qui est chargé, tu vois. C'est pas je comme, précise que moi, je me suis arrêté avant les grosses difficultés. C'est ça le pire, quoi. Et j'ai bien fait parce que
Je vois David, avec qui j'ai fait le duo, lui, il a réussi à le finir en entier. Encore une fois, total respect. Mais je pense que du coup, il l'a payé après sur le Portugal, quoi. Il n'avait pas récupéré. Le Portugal, c'était 3 semaines après. Ah oui, non mais... Et moi, du coup, j'avais fait 430 km. C'est comme si j'avais fait un entraînement pour... Une bonne prépa, ouais. Voilà, pour le Portugal. Donc j'étais quand même plutôt bien dans l'ensemble. Mais lui, c'était vraiment dur pour lui. Vraiment, félicitations à lui, quoi. Enchaîner les deux comme ça, à 3 semaines d'intervalle, waouh. Ça me fait penser au Race Across France, non, c'est pas ça? Ouais. Un truc comme ça? La RAF, ouais. Où là, on avait croisé, quand on était à l'Alpe d'Huez, des gens qui le faisaient, qui passaient par l'Alpe d'Huez. Mais là, c'est vénère. C'est-à-dire qu'on était dans les Alpes et t'as tous les gros cols. Et à l'Alpe, à Bourg-en-Bresse, c'est ça? Bourdoisan, pardon. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On croise des mecs qui nous disent ouais, là il me reste l'Alpe d'Huez, Galibier, Madeleine, Croix de Fer. Après, je vais peut-être dormir un peu. Ouais, mais t'es là, tu fais, mais c'est pas possible. Enfin, là, c'est tout que des cols hors catégorie. Où, Ouais, c'est un délire. Mais en fait, quand on est dedans, c'est plus du tout la même approche. C'est quand on sait qu'on doit faire une sortie où on fait un col ou 2 cols, ben on se dit que c'est difficile, mais on veut pas en faire plus. Mais quand on part sur une épreuve, je saurais pas l'expliquer, hein, mais quand on part sur une épreuve où on sait qu'on part pour 1000 bornes et qu'on va se taper de la D+, à gogo, déjà on roule pas pareil, quoi. Et puis voilà, on sait qu'on a ça à faire. C'est pas du tout la même approche. Et oui, mentalement, je sais tu pas te comment l'expliquer. prépares à... C'est pas pareil. Ouais, tu fais kilomètre après kilomètre, quoi. Ouais, voilà. Tu regardes. T'avances tranquillement, doucement, mais sûrement. Ouais. Et puis... Et c'est vrai que c'est pas, enfin, le rythme aussi, ça a un impact énorme, évidemment, sur ton physique à la fin de la journée. C'est vrai que quand tu vas faire une sortie en chevreuse, là, quand on roule le dimanche matin, la moyenne de kilomètres-heure, c'est pas la même que ce qu'on a fait là. Mais malgré tout, au final, tu fais 1000 bornes en 5 jours et c'est quand même assez dingo, quoi. Comme dit Jacques Barge, faut gérer. Faut gérer, ouais. Mais c'est vrai, c'est de la gestion de ta fatigue, de ton alimentation, de ta distance, de la météo, de tout, quoi. Et je pense qu'il faut rien négliger, en fait. Faut vraiment avoir réfléchi sur tous les points. Pas que la vitesse, ou pas que le vélo, ou pas que le ravito. Faut penser à tout, un petit peu. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas de ravito, c'est ça, tu prends toute ton alimentation. Et il y en a qui prennent tout, absolument tout. Ceux qui gagnent. Ouais, voilà. Ouais. Vous prenez le nécessaire. T'imagines si nous, on devait embarquer de la bouffe pour 5 jours. Il nous faut un camion derrière, quoi. Non, mais tu vois, moi, j'avais... et encore, Zoubir m'a allégé juste avant le départ. Il m'a dit, mais là, t'as trop. Je dis, bon, je retire un petit peu. J'aurais pas dû. Non, mais j'avais en gros... Ma tactique a pas marché. Non, mais j'avais quelques barres, quelques gels, voilà, des petits trucs un peu quali en cas de fringale, quoi, aussi. Puis si t'as pas de quoi t'arrêter sur la route, des petits trucs un peu sympas à manger. Mais pas plus que ça. Et c'est vrai qu'au final, tu vois, j'avais pris des pastilles là pour les bidons. Ouais, d'hydratation. Ouais, d'hydratation. Exactement. Et au final, c'est vrai que ça sert à rien. Si ce n'est le matin quand tu pars et que t'as pas pu t'acheter des trucs, mais sinon tu mets de l'ice tea ou du coca, tu rajoutes de l'eau et ça te fait un truc énergique, quoi. Donc pas besoin de t'embêter avec ce genre de truc. Moi j'ai un petit truc, d'ailleurs ça fait rire tout le monde à chaque fois. J'ai une petite trousse à pharmacie. Et en fait, pour le matin justement, quand on part à jeun, avant de trouver quelque chose d'ouvert, quand on part tôt, quoi, en fait moi j'ai pris des graines de chia. Et vu que dès qu'on le mélange avec un liquide, ça se met à gonfler, et hop, je prends ça avec de l'eau. Et puis j'ai jamais eu de fringale, j'ai jamais eu faim jusqu'à 7, 8, 9 heures le matin où on trouve quelque chose. Non, ça te... Ah, je t'avais pas dit ça. J'ai oublié. Oh, zut. Ouais. C'est malin, ça. Donc j'ai ça, je prends... j'ai de la spiruline avec moi, des petits trucs comme ça, quoi. Et j'avais même une paire de ciseaux, j'ai fait rire David avec ça. J'ai plein de trucs, c'était marrant. Mais c'est des choses que je prendrai à chaque fois, en fait, parce que je trouve ça m'a toujours été utile. Pareil, moi je prends un peu de bicarbonate alimentaire, parce que j'en mets dans mon eau, mais je m'en sers aussi de déodorant. Donc je sens pas trop mauvais. Il y a plein de trucs, j'essaie de trouver des produits qui peuvent me servir sur plusieurs choses, en fait. Ouais, en même temps, faut optimiser. optimiser. Du coup, voilà. Et je m'en sers aussi de dentifrice. Et donc, comme ça, j'ai pas 12 000 trucs, quoi.
Ouais, mais ouais, ça Il fait y a plein partie de petites du côté bricoles comme logistique. ça, Ouais, ouais. quand tu veux optimiser, faut sortir un petit peu de ta zone de confort. Ouais. Tu vois, où tu as ce truc, tu t'as déjà le débarre parce que tu sais que tu dois prendre toutes les heures un chrono, machin. Bah, au final, là, c'est pas du tout l'esprit, quoi. Tu te débrouilles avec Olivier, il avait son dentifrice à l'hôtel, chambre d'hôtel, de toute façon. C'était tous les fourni. soirs, ma petite oui, c'est serviette vrai. de plage. C'est pour ça que je me suis pas Oui. servi de ma serviette. J'ai, tu sais, mes petits slippers, là, pas besoin de tongs. C'est ça. Hop, et ils avaient le petit sac de ravito pour le jour d'après qui était préparé. Exactement. Nickel. Non, c'était quand même pas à ce point. Hein, faut pas mentir aux gens. C'était pas si facile. Et là, t'as prévu d'en refaire là bientôt des épreuves? Bah là, j'attends le calendrier 2022 pour le Biking Man et bah, je vais refaire la Corse et je vais refaire le Portugal. Je pense qu'au niveau Biking Man, je vais faire que ça. Avec des potes du Biking Man, Olivier Drouin, il est en train d'organiser un petit parcours en Croatie. Donc on va se faire sûrement ça aussi en Croatie. Et puis après des petites balades, on sait pas trop. Je sais Des pas petites encore. balades. En tout cas, il va y avoir du kilomètre sur ton compteur, quoi. Ouais, il y a des chances, ouais. Et moi, j'aime bien aussi glander, mais ouais, je sais pas trop, c'est pas fermé encore. Pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans le Biking Man, tu conseillerais le Portugal comme premier Biking Man? Ouais, il est bien. Pas les Pyrénées. No comment. Joker. Je ne répondrai pas. Ouais, non, c'est vrai que le Portugal, c'est un petit peu ce qui se dit. Peut-être que c'était toi qui avais passé l'info à Wilfried, mais c'est assez accessible déjà parce que logistiquement parlant, c'est pas si loin que ça. Ouais. Tu peux y aller relativement Depuis la facilement. France, ouais, c'est. Voilà, ça se fait, c'est pas très cher. C'est des paysans en plus. Ouais, et puis le climat c'était top, la période c'était vraiment trop bien. Et t'as un petit peu moins de D+, donc ça reste, même si c'est parfois compliqué, c'est assez accessible. T'es dans un pays où tu connais aussi les coutumes, c'est un pays occidental. C'est sûr que quand tu pars là au Brésil, t'es au milieu de la pampa, sous la pluie, en mode gravel et tout. Là, c'est du béton 99,9% du temps. Donc, tu vois, t'as pas besoin d'avoir un équipement incroyable. Donc, ouais, c'est accessible, en tout cas. Tu parlais de la période, c'est mi-octobre. Tous C'est les début ans. octobre. Début octobre. Ouais. En tout cas, cette année, c'était Généralement. début octobre. L'année tu dernière, disais, c'était en septembre. Cette année, c'était en octobre. Je pense que ça va pas À être l'automne, quoi. à peu Ouais, près. ça devrait rester comme ça, je pense. Parce que pour la météo, nickel, quoi. Ouais, c'était bien. Et là, si vous voulez un petit peu si vous êtes un peu chaud, pour vous redétendre un peu et redescendre en température, je vous conseille de regarder ce qui s'est passé là au Brésil, qui vient donc de se terminer, on en parlait tout à l'heure. C'est les stories du Biking Man. Je sais pas si elles seront accessibles au moment où vous écouterez l'épisode, mais il y aura sûrement des photos, des trucs. Sur l'Instagram du Biking Man. Du Biking Man, pardon. ouais. C'est dantesque. Ah ouais, là, c'est dantesque. c'est un autre niveau, là. Ouais. Wow. C'est du coup beaucoup gravel. Ouais. Visiblement, en tout cas sur les photos, les gens postaient des trucs de gravel. Visiblement, il faisait pas très très beau. Donc, t'es. Sous la pluie. Ouais, et puis il y Dans a, la je boue. crois, 18 000 quand même de D+, quelque chose comme ça. Dans la boue, en gravel, c'est encore une autre catégorie, quoi. Donc, ouais, il y a des trucs pour un peu tout le monde, quoi. Apparemment, il y a eu beaucoup de fractures mentales. Ouais, c'est un Cette peu année. normal. Peut-être dernière question. Qu'est-ce que tu changerais sur tes prochains Biking Man? Peut-être de la crème pour les fesses. Ça, changer de selle, je sais plus quoi faire parce que j'en ai tellement acheté que ça, je changerai plus, je pense. Je pense que j'en ai trouvé une qui est pas mal. Au bout de 25, c'est un peu normal. Il a ouvert une boutique. Qu'est-ce que je changerais Pas grand-chose, je crois. Là, t'as ton équipement optimum. Ouais, là, je suis bien, je me fais plaisir. Au bout de 4, c'est vrai que tu as pu faire déjà le tour Ouais, de... Non, je pense que je peux encore m'alléger un peu, mais pas beaucoup. Et par rapport à mes objectifs, moi je suis bien là. Même si je suis pas le plus léger, loin d'être le plus léger d'ailleurs, moi je changerais pas grand chose par rapport à comment je suis organisé maintenant. Peut-être peaufiner 2-3 bricoles, mais là je suis bien, non. Et toi ? Un homme heureux. Moi, je changerai de vélo. Normal. J'ai noté graines de chia, bicarbonate. J'ai noté tous les bons comptes. La petite enceinte, si Wilfried arrive à l'installer. Un truc que je changerais pas, par contre, c'est le côté épreuve en solo. Ça, c'est sûr que c'est pas pour moi. Ça, c'est pas ma cam. Tu resteras sur du duo. Je resterai sur duo. Ouais, essayer de partir plus léger quand même. J'ai fait un petit peu le mec effrayé. Je pense qu'il faut pas hésiter à s'alléger parce que tu trouves sur place. Alors là, en tout cas, je parle du Portugal. Peut-être que c'est en fonction des parcours un peu différents. Mais ouais, partir plus léger. Mais sinon, le côté confort,
sommaire malgré tout, n'était pas désagréable, tu vois, mentalement de dire tu sais où tu vas t'arrêter, tu sais où tu vas manger, tout ça. Ça dépend un peu des une bonne personnes. nuit. Exactement. Au chaud. C'est courte mais efficace. Donc ouais non, plus léger, que ce soit sur le vélo ou pour le matos, c'est plus léger. Parce que dans les montées, c'est dur. Et du coup, cette année, vous l'avez fait tous les deux au Portugal, chacun avec un duo respectif. Et apparemment, je crois qu'il y a une petite anecdote à raconter par rapport à cette édition. Olivier, ouais, tout à fait. Non, parce que du coup, c'est vrai que nous, on visait pas forcément un chrono ou un temps, enfin un moment d'arrivée. On s'était donné un petit peu une fenêtre, soit le jeudi soir dans le meilleur des cas, puis quand on a vu les difficultés, on s'est dit, bon, bah, ce sera plutôt le vendredi midi. Et donc, 4 jours au lieu de 5, mais finalement... C'est ça, finalement, 4 jours et demi, quoi. Ouais. Et donc, nous, on s'était trouvé notre petit truc. Et le matin, on s'est dit, bah, on part quand même assez tôt pour finir assez tôt. Il nous restait 150 km, je crois, un truc comme ça. Sur la dernière journée, au final, on est arrivé vers midi. Mais quand on est parti, on a vu que Zoubir était devant nous. Zoubir et David. Exact. Ouais. Ils étaient devant nous, mais si, c'était quand même à 30-40 km devant, quelque chose comme ça. On va dire 30 km. et là, donc, Wilfried, il me dit franchement, aujourd'hui, on arrose, on les fume. Il dit, parce que normal. Wilfried connaît Zoubir. Finir devant, et il a dit, franchement, je m'arrache, mais ils finissent pas devant nous et tout. C'est marrant parce que nous, on s'est dit le contraire. et du coup, ce qui était drôle, c'est que entre le dernier checkpoint, donc à Sagres, et l'arrivée, il y avait 280 km, et tu pouvais le découper en deux, c'était quasiment le même dénivelé. Si tu faisais 140 km, t'avais le même dénivelé que sur les 140 derniers kilomètres restants. Et on s'était arrêté pile à ce truc-là, pile au milieu. Et donc le premier jour, je crois, on l'a fait en 7h30, avec une bonne pause d'1h30 le midi, et on arrivait le soir, on était quand même un peu rincé, quoi. Et là, Wilfried, il était donc très très chaud. Il s'est dit, tu te mets derrière moi, on bombarde. Et t'avais quand même masse de D+, et tout. Donc, voilà, c'était le dernier jour. Moi, franchement, j'étais rideau. Je vais pas vous mentir, j'étais cuit. Et lui, il bombarde, donc il voit bien, il est obligé de m'attendre un peu et tout. Et il regardait sur la trace, il fait vas-y, on les rattrape un peu et tout, vas-y, on continue d'accélérer, on continue machin. Et on s'arrête pas, on fait pas de pause. Donc on roule non-stop, on défonce les gels, tout ce qui nous restait, machin. On roule mais pleine jauge. Mais franchement, on a avoiné. On fait le tronçon, on l'a fait en 6 heures sans s'arrêter. Alors que la veille, on a fait 7h30, on s'est arrêté 2 heures, tu vois. Et on était quand même cuit. Ah ouais. Et sur la trace, au bout d'un moment, il voyait Zoubir qui avançait devant nous et tout. On n'arrivait pas à la rattraper et tout. Il fait vas-y, on laisse tomber, on les rattrapera pas et tout. Et du coup, on arrive, et Zoubir était arrivé juste avant nous. Et c'est là qu'on a appris qu'il y avait une autre version des faits. Ouais. En fait, nous, donc la veille au soir, avec David, on était vraiment dernier. Et, de l'épreuve, quoi, totalement. Ouais. Okay. Et du coup, à un moment, moi, j'étais pas bien, donc. Et David me bichonne. Je vais aux toilettes et puis je commence à reprendre mes esprits et je reviens, je vais voir David, je lui dis écoute David, l'année dernière j'avais les fesses en feu, je suis pas arrivé dernier, hors de question qu'on arrive dernier cette année. Donc on part sur cet objectif là et on met une stratégie en place, on se dit ok, tout le monde dans notre groupe autour de nous là, tous les participants ils s'arrêtent et ils repartent en général entre 4 et 5 heures du matin. On s'est dit, nous, là, il est 18-19 heures, on roule jusqu'à 22 heures, on s'arrête, on dort, on a dormi à l'arrache sur le trottoir d'une gare. Détente. Donc, 22 heures, on s'arrête, et à 2 heures du matin, on repart, ce qui fait qu'on a un delta temps de 3 heures, où on peut récupérer les gens, ils vont tous être à l'arrêt, et on va peut-être pouvoir creuser un peu. Ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire. Et donc on a mis à peu près une dizaine de personnes derrière nous en comptant les duos. Et à ce moment-là, j'ai dit à David, il est hors de question qu'on nous double. Et donc on est parti, on savait qu'on allait se faire chasser. Vous saviez qu'il y avait Will et Olivier derrière. Entre autres surtout, ouais. Et donc... on a fait comme eux, on a appuyé comme des tarés. En plus, moi, j'avais un essuie-glace sur le genou droit. Une douleur. Je l'ai défoncé, le pauvre. Mais c'était, voilà. Et puis donc, je me suis pris au jeu. Pourtant, je suis vraiment pas un compétiteur dans l'âme. Mais là, je sais pas, on s'est pris dans le jeu et juste pour on fin, s'est éclaté. Pour se marrer, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai réalisé qu'après,
que vous avez vraiment failli être devant nous parce que au départ, vous êtes partis 5 minutes après nous. Ça, on l'avait oublié. Et donc, on est arrivé 7 minutes avant eux. Et en gros, en fait, on a 1 minute d'écart. Ouais. 1 minute d'écart. Et nous, on a lâché l'affaire au bout d'un moment parce qu'on voyait sur la trace GPS qu'on n'arrivait pas à les rattraper. Et Wilfried me disait. Alors qu'il fallait pas suivre enfin, c'était pas. Mais c'était pas ça, il y avait un autre truc qu'on n'avait pas pris en compte. Et ce qui était drôle, c'est appuyer un peu plus. Ce qui est drôle, c'est cool, il me dit non, mais Zoubir, il va jamais regarder le GPS pour voir si on le rattrape ou pas. J'avais le téléphone posé sur le prolongateur et je faisais le point toutes les 10 minutes. Ah, c'est bon, je faisais des captures d'écran et tout. Ah, j'étais comme un fou. Il va jamais regarder. Il a j'arrêtais des refresh tout le temps. Et franchement, on n'arrivait pas à rattraper au bout d'un moment. Il faut vas-y, on laisse tomber et tout, c'est pas grave, on n'y arrivera pas, machin. Quel fumier, en fait, il a dû regarder et tout. On n'arrêtait pas, on doublait des cyclistes qui étaient là. On passait comme des balles dans les descentes à 60 km/h. Ils ont dû halluciner avec nos sacoches et tout, c'était trop drôle. Quand j'y repense avec le recul, c'était marrant, quoi. Et sur le parcours, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait un mec qui était avec son Brompton, avec son petit vélo. Marc. Et il avait au départ de la journée. C'est un vélo pliable, c'est ça? Vélo pliable avec des petits trous et tout, un délire de faire ça avec ça. Quand je l'ai vu arriver, personnellement, je pensais pas qu'il terminerait, mais c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Et au final, sur ce truc-là, au moment où on a commencé à regarder la trace, il y avait même des petites lignes droites et tout, et on commençait à vraiment rouler fort, parce qu'on roulait pas longtemps, mais on roulait fort quand même, en moyenne. Et je crois que c'était Marc, c'est ça? Marc. Il avait 30 km d'avance, il a fini avec 45 km de retard sur nous. Donc sur 140 bornes, il s'est passé quelque chose, quoi. On n'était pas du tout à la même vitesse. Donc ça veut dire que vous aussi, vous avez quand même pas mal appuyé sur vraiment sur on a appuyé fort. Donc c'était marrant. L'avantage que nous on avait par rapport à vous, c'est que les dernières côtes pour monter dans les hauteurs de Faro, on les a faites avant que vous y soyez. Ce qui fait que nous on a tapé les descentes et vous commenciez à monter, donc on a aussi creusé. Je pense que mentalement ça a dû faire aussi Ah ouais, c'est dans une côte qu'on s'est dit on arrête parce que moi je pouvais plus trop, alors que si on savait qu'il y avait 1 minute, c'est sûr qu'on aurait fui, quoi. Donc voilà, l'histoire du chrono. Même sans être compétiteur, c'est quand évident. T'as deux duos comme ça, vous connaissez, marrant du coup. Sur la fin, c'est marrant de se tirer un peu la bourre. C'était sympa, vraiment. Monter des strates et tout ça, quoi. Eh ben écoutez, très bien messieurs, merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Merci Zoubir. Merci Olivier. Sur le Biking Man, n'hésitez pas si vous souhaitez vous lancer dans ce genre d'épreuve, notamment avec le Portugal. Dans l'ultracyclisme. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui donnent vraiment envie. Ouais. Ça me donne vraiment très très envie, moi, personnellement, pour l'an prochain. Mais je pense que t'en es pas capable. Est-ce que t'as les reins? Ça y est, ça provoque. Bien sûr que je vais le faire. Je m'inscris demain. C'est pas les inscriptions, le problème c'est d'y aller, quoi. Je suis champion du monde des inscriptions pour l'instant, ces dernières années. Écoutez, merci beaucoup. On a une petite tradition dans le podcast Pinta Triathlon Club, c'est de demander à notre invité sa bière préférée. On t'a peut-être pas prévenu à l'avance, mais si t'aimes vraiment la bière, tu peux la sortir tout de suite. Je suis le mauvais candidat. J'aime pas l'alcool et quand je bois, c'est juste pour l'effet. Et en général, je bois du sec, alors j'aime pas ça. Bon, pas de réponse, c'est décevant. Bon, on va mieux choisir nos invités la prochaine fois. Bon, je vais dire une bière portugaise. Ah la Sagres. Voilà. La Sagres, il y a... C'est quoi l'autre connue portugaise? La Boc. La Superboc. La Liga Superboc, bien sûr. Donc la Sagres. Exactement. On a fait un stop. On a fait un stop là-bas. Il y avait un checkpoint là-bas. On n'a pas bu. Oui, j'espère. Écoutez, très bien. N'hésitez pas à... Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Est-ce que sur Strava, tu mets tes... Ouais, sur Strava. Un mec des réseaux sociaux. Ouais, j'aime bien. Je suis sur Facebook. Je suis sur Insta. Instagram, on peut te retrouver sous quel blaze? Mon pseudo, c'est Zoubignou. Zoubignou. Ouais. C'est mignon. Et puis, Zoubiraït sur Facebook. Voilà. Très bien. Ça marche. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, nous? Moi, je vais te dire une bêtise, je te laisse répondre, on va se faire disputer par Joji, sinon. On peut nous retrouver, bien évidemment, sur Strava, PPTC. Tout simplement. Sur Instagram, PPTC_tri. Je me suis pas trompé. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour être tenu au courant. N'hésitez pas, comme je disais au début de cet épisode, à nous noter sur Apple Podcast. 5 étoiles uniquement. 5 étoiles uniquement, sinon ça sert à rien. Et vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner sur Apple Podcast ou sur Spotify pour être tenu au courant des derniers épisodes.
Eh bien, je crois qu'on s'est tout dit. On s'est tout dit. Pour aujourd'hui, rendez-vous au prochain épisode. Et n'oubliez pas que l'important, c'est le clou. C'est le clou, bien sûr. Merci beaucoup, Zoubir. À bientôt. Merci à vous. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.